Merci. Je partirai du principe que vous ne connaissez pas grand-chose. Donc, je m'efforcerai de jouer les professeurs, d'être pédagogue, mais on m'a dit que les questions, c'était seulement à la fin, donc n'hésitez pas, évidemment, à retenir vos questions pour la fin. Pourquoi? Eh bien, parce que depuis, je le disais en plaisantant, mais ça fait effectivement bientôt 40 ans que je m'intéresse à cette question, que je travaille sur cette question, que je me suis engagé, parce que très vite, vous savez, lorsqu'on s'intéresse au patrimoine, on est un historien au départ, et puis très vite, on devient un militant, puisqu'on sauve des synagogues, on participe à la restauration de synagogues, on vous demande votre avis sur ceci, sur cela, et on se trouve évidemment à défendre un patrimoine en fonction de critères que l'on n'a pas étudiés à l'université, puisque, que je sache, rassurez-moi, vous n'avez jamais entendu parler des synagogues contemporaines. Hein, je n'oserais pas dire que les antiquisants, nos collègues antiquisants, ne se passionnent pas pour Doura Europos ou quelques synagogues grecques. Mais dans la période contemporaine, on n'en parle quasiment jamais à l'université. J'ai fait une fois un cours sur l'art juif à l'école du Louvre. J'ai longtemps enseigné dans cette école. J'ai fait un cours une fois, mais il me semble que c'est un domaine, une culture, une civilisation, un ensemble d'éléments qu'on connaît un petit peu, parce qu'il y a quand même une certaine familiarité ou une certaine proximité, mais que l'on n'approfondit pas. Et surtout, on pense aussi parfois que c'est réservé, que c'est une culture fermée, on ne sait même pas si on a le droit de rentrer dans une synagogue, parce que il est bien vrai, et vous avez tous lu la Bible évidemment, donc je peux m'appuyer sur votre connaissance de la Bible, que les non-juifs n'entraient pas dans le temple de Jérusalem, enfin dans la partie vraiment... Il y avait une cour, hein, puis la cour des femmes, enfin bon, on va en dire deux mots. Rassurez-vous, je ne vais pas refaire l'histoire entière, mais si vous ne savez pas comment fonctionnait le temple, vous ne pouvez pas comprendre la spécificité de la synagogue, qui n'est justement pas le temple, qui n'est pas inspiré du temple, même si, bien évidemment, qu'il y a des éléments qui sont reçus, des éléments qui ont été conservés, mais des éléments de nature essentiellement symbolique et certainement pas fonctionnelle. Mais je m'y attarderai un petit peu parce qu'il me semble que c'est vraiment fondamental et je voudrais me référer aussi aux connaissances que vous avez. Et donc, tout cela pour enfoncer une première idée reçue, ou défoncer plutôt une première idée reçue, il n'est pas interdit à un non-juif d'entrer dans une synagogue. Alors après, évidemment, c'est pas simple. Évidemment que les attentats permanents, la situation font qu'il y a des endroits où certaines synagogues, c'est des bunkers et qu'on n'y est pas bien accueilli. Et puis, il y a des présidents de communautés complètement stupides. Ça existe. Je pense qu'il n'y a pas chez les juifs. Donc, évidemment, ce n'est pas des lieux qu'on visite, ou alors on les visite à Venise, je ne sais pas, moi, peut-être en Pologne, vous voyez, les lieux historiques, les lieux qui sont déjà balisés pour le tourisme. Mais on ne fait pas de tourisme de synagogue en France. Sauf, peut-être, Carpentras-Cavaillon, qui sont quand même deux édifices au statut tellement exceptionnel qu'il peut y avoir un peu de tourisme. Mais donc, j'insiste sur ce point. Le non-juif peut entrer dans une synagogue parce que ce n'est pas un espace sacré. D'emblée, vous voyez tout ce qui tombe également. Le temple était un lieu sacré, mais la synagogue n'est pas un lieu sacré. C'est même pas véritablement un lieu saint, au sens où on peut l'entendre, les lieux saints et ainsi de suite. Non, c'est d'abord et surtout un espace dans lequel est déposé un rouleau qui, lui, est saint. Et pourquoi il est saint, ce rouleau, la Torah? Eh bien parce qu'il porte écrit la parole divine. C'est le seul élément saint. Tout le reste est secondaire, mais n'engendre pas, si vous voulez, un tabou ou quelque chose de cet ordre. Alors, il est vrai que lorsqu'il s'agit d'ouvrir l'armoire dans laquelle il y a ce rouleau, dans bien des endroits, il faut être juif pour pouvoir le faire. Je dis bien dans bien des endroits, parce que vous allez percevoir qu'évidemment aussi dans le judaïsme, il y a des nuances, il y a des tendances, il y a de l'orthodoxie, la plus extrême, au libéralisme, je dirais presque le plus extrême, puisque certains ont même des femmes rabbins, ce qui, si vous lisez le texte biblique à la lettre, ou un peu près, est totalement inconcevable. Mais c'est arrivé.
Et il y a un judaïsme libéral qui a ordonné des femmes rabbins. Donc, vous voyez, il y a une variété. Donc, première idée, ne pas croire que c'est un lieu tabou, interdit. Mais évidemment, quand on y pénètre, on n'y comprend pas toujours grand-chose. Et il y a un deuxième facteur auquel j'ai été très sensible dans mes propres travaux, partant moi-même d'une posture d'historien de l'art, de l'architecture du XIXe siècle. J'ai été frappé par le fait que les synagogues ressemblaient tellement aux églises, et je vais vous en présenter quelques-unes. Oui. Et donc, très aisément, on peut se dire, oui, on a le même Dieu, c'est partout pareil, il y a bien aussi des meubles, il y a des chairs, et donc c'est pas si différent que cela. Ce que j'ignorais au départ, c'est qu'en vérité, ces synagogues du XIXe siècle sont des imitations de l'Église. Et auquel cas qu'elle lui ressemble, c'est évident. Mais c'est purement conjoncturel. À un moment donné de l'histoire, la synagogue imite l'Église, comme elle peut imiter la mosquée. Et je vous montrerai un petit peu, pour avoir une vision d'ensemble, avant de me concentrer sur le tournant du 19e et du 20e siècle, où réellement il se passe beaucoup de choses dans l'architecture des synagogues en France, et tout au long du 20e siècle, je voudrais quand même vous donner quelques notions générales. Alors, puisque Mme Roederer a eu la gentillesse de faire allusion à quelques éléments de bibliographie, je vous en rappelle, par exemple, L'âge d'or des synagogues, qui était un livre qui accompagnait une exposition au musée d'Orsay, et je suis tout fier, évidemment, d'avoir fait la toute première exposition jamais consacrée aux synagogues en France. En 1991, le titre est significatif. Le musée d'Orsay s'intéresse au XIXe siècle, comme vous le savez. Et je ne pouvais pas, d'ailleurs, aborder d'autres périodes. Dans mon livre, le XVIIIe siècle est traité succinctement, et le XXe siècle, il est en conclusion, vous voyez. Mais le XIXe siècle s'y épanouit, et c'est effectivement l'âge d'or des synagogues. C'est l'âge d'or des synagogues monumentales, d'une forme de judaïsme que l'on pourrait définir, que l'on définit comme israélitisme. Et j'essaierai d'expliquer ce terme, d'autant que j'emploie le mot temple israélite. Donc il faut comprendre. Ensuite, j'en ai fait toute une série. Oui, celui-ci, je tiens beaucoup à son sous-titre. Synagogue, une architecture de l'identité juive, celui-ci. Le sous-titre m'a valu quelques remarques, parce que vous savez bien, le judaïsme, ça se transmet par la mère, c'est le sang, et ainsi de suite. Ben non, c'est pas si simple. Bien évidemment qu'on peut faire ce type de définition. Mais comment expliquer alors la différence qu'il y a entre un juif en Afrique du Nord au XVIIe siècle, un juif en Russie au XVIIIe, un juif français à Sarcelles aujourd'hui, s'ils sont tous juifs depuis toujours, par la mère, et ainsi de suite? C'est parce que les comportements ont changé, les contextes ont changé, mais surtout, je voudrais montrer que, j'essaye de montrer que l'architecture n'est pas du tout neutre. On construit des grandes et belles synagogues au XIXe siècle, et ce n'est pas une synagogue du XIXe que vous avez sous les yeux, d'ailleurs, c'est celle de Venise, en fonction d'une conception que l'on se fait de l'identité juive, mais aussi en fonction d'un contexte. Et ce que je veux dire par une architecture de l'identité juive, c'est qu'il y a bien certainement une transmission, je ne la remettrai pas en cause, évidemment, mais que l'identité se construit également. Les comportements identitaires se construisent à travers des édifices, et je vous en montrerai un ou deux exemples tout à l'heure. Enfin, je voulais montrer aussi qu'après la France, le monde, puisque ce livre est censé parler de toutes les synagogues du monde, j'ai fait l'inventaire avec mon épouse, elle-même d'origine tunisienne, et vous comprendrez pourquoi cette excursion de l'autre côté de la Méditerranée. Nous avons fait l'inventaire systématique de toutes les synagogues de Tunisie, évidemment en ruine, sauf 2 ou 3, mais c'était une sorte de travail de mémoire pour une communauté déplacée, et pour montrer l'extrême richesse de cette culture, de ces synagogues, mais aussi parce que j'ai pris conscience que dans le monde juif, il y a des clivages. On étudie en long, en large, en travers les synagogues de Pologne. Quasiment toutes détruites, mais on a beaucoup d'archives. Mais on n'étudie quasiment pas les synagogues du monde, je dirais, judéo-arabe. Parce que le judaïsme, s'il y a des gens dans la salle qui veulent protester tout de suite, le judaïsme Afrique du Nord, est-ce que ce ne serait pas d'abord la cuisine, les boulettes, vous voyez, et pas
des belles synagogues, des monuments majestueux, et qui peuvent au moins nous faire être fiers face aux autres. Parce que tout ça se situe toujours sous le regard des autres. Pourquoi on fait d'aussi belles, d'aussi grandes synagogues? Pourquoi on se ruine au XIXe siècle à construire des synagogues dans certaines petites villes? Pour faire aussi bien que les chrétiens et les protestants, au nom de la dignité du judaïsme, qui est de la religion sur le même plan que les autres, et qu'il faut absolument montrer à travers l'édifice. Donc vous voyez que l'architecture est loin d'être une simple coquille vide. Elle induit des changements d'identité, elle induit des nouveaux comportements, et surtout, elle inscrit le judaïsme dans la cité de manière, très explicite. Quand dans certaines grandes villes, des synagogues énormes sont sur des toutes petites rues, il y a une question à se poser. Pourquoi pas un carrefour? Pourquoi pas avec un boulevard dans l'axe? Non, dans des petites rues. Vous connaissez la rue de la Victoire à Paris? Et encore, elle a été élargie. La rue des Tournelles, vous la connaissez? Et c'est là qu'on a construit les plus grandes synagogues de Paris, sur 2 rues très étroites. Il me semble qu'il y a là un symbole de l'acceptation, du soutien indéniable apporté aux institutions juives pour construire leurs synagogues. Mais enfin, si ça pouvait rester un peu discret, c'est pas mal. L'impératif de discrétion, d'ailleurs, il est complètement intégré par les Juifs eux-mêmes. Au XIXe siècle, parce qu'ils ne veulent pas trop exagérer. Oui, maintenant, on est des citoyens comme tout le monde, mais quand même. Et de nos jours, pour d'autres raisons, vous imaginez que les synagogues cachées, comme celle de Lyon, par exemple, que personne n'a quasiment jamais vue, pourquoi? Parce qu'il y a devant, il y a le bâtiment communautaire. Synagogue de 1864, donc synagogue très très ancienne sur le quai de Tilsit. Et tous les Lyonnais passent quai de Tilsit et disent la synagogue. Non, c'est la maison communautaire. La synagogue est derrière. C'est la synagogue idéale pour la police. Vous imaginez? On ne sait même pas qu'elle est là, et il y a juste un porche pour y accéder. Un planton, et vous avez la sécurité dans la synagogue. Car aujourd'hui, évidemment, la question cruciale est celle de la sécurité. Donc voilà quelques exemples des travaux que j'ai pu faire. Donc vous voyez, la dimension patrimoniale pour moi est fondamentale. L'idée de faire une expo, justement l'idée de participer à ce grand travail de l'inventaire en France ou ailleurs pour connaître le patrimoine juif a été certainement une des choses qui m'ont animé durant toute ma vie. Et je voudrais vous montrer un exemple de ces publications qu'il y a eu dans les années 90-2000. Car quand j'ai commencé, il faut bien admettre que la question du patrimoine juif n'était absolument pas d'actualité. Il y avait en tout et pour tout, au début des années 80, 10 sites classés ou inscrits à l'inventaire, 10 sites juifs, si vous voulez, à forte identité juive, synagogue de Carpentras par exemple, des choses, inscrits à l'inventaire ou classés dans toute la France, 10. Autour de 2000, 2005, on est arrivé à 100. Pas uniquement de mon fait, bien évidemment, mais parce qu'aussi les services de l'État s'y sont intéressés. Et donc il y a eu parallèlement à cela une mutation très très importante à laquelle je tiens à mettre en avant dès le départ, si vous voulez, parce qu'il faut comprendre la perspective de ce patrimoine juif, du changement sociologique profond de la communauté juive en France au cours de l'histoire. Ce qui fait que on demande en quelque sorte aujourd'hui à des juifs, par exemple, originaires d'Afrique du Nord, d'être les défenseurs d'un patrimoine construit en 1860 ou en 1890 à Lille, avec des synagogues auxquelles ils ne sont pas du tout habitués, car leur tradition est profondément différente. Et donc là, il y a vraiment un élément en profondeur qui a été indéniablement une difficulté pour la défense du patrimoine juif. Car, vous l'avez peut-être compris, si ce n'est pas un lieu sacré, si ce n'est pas un lieu est autre chose qu'une fonction. La synagogue, ce n'est qu'une fonction. Il n'y a pas de forme imposée, il y a une espèce de liberté. Dans ce cas-là, on peut en changer. Regardez dans les villes américaines, vous pouvez suivre dans les villes américaines le déplacement des communautés au fur et à mesure de leur ascension sociale. J'ai fait ça à Baltimore. On est dans le cœur, le port, la plus vieille synagogue est là. Et au fur et à mesure, le long presque quasiment du même boulevard, pendant 30 km, vous avez des synagogues, et au fur et à mesure, elles sont abandonnées. On les vend, ça devient des temples maçonniques, ça devient des églises africaines-américaines, comme on doit dire maintenant, et ainsi de suite. Vous voyez ?
Donc, on vend des synagogues, on peut les détruire, il n'y a pas de problème sur ce point. Donc, comment défendre un patrimoine quand il n'a pas cette dimension de sacralité? Il faut trouver d'autres arguments, et c'est parfois un peu difficile. Donc, toute cette série de petits livres, de plaquettes, mais aussi, bien évidemment, le numéro dont j'étais très fier à l'époque de Monuments historiques, c'était une magnifique revue, Feu, la revue Monuments historiques, qui se consacrait donc au patrimoine français sous la houlette de la Caisse nationale des monuments historiques. Donc on était vraiment dans le, je dirais, dans le saint des saints, pour nous faire une métaphore bienvenue évidemment, de la défense du patrimoine. Mais ce numéro a paru en 1994. Je vais dire du mal, hein, mais vous m'excuserez, hein, je dis toujours ce que je pense. Pourtant, j'avais commencé à suggérer ce numéro. Je travaillais beaucoup avec cette institution, je fais des expos, j'ai participé à plusieurs numéros, tout ça. J'avais suggéré évidemment un numéro en 91, puisqu'il y avait une expo au musée d'Orsay sur le patrimoine juif. Il a été refusé, au titre, tenez-vous bien, que la revue des monuments historiques ne faisait pas de numéro confessionnel. C'est vrai que les trésors d'église, les cathédrales, ce n'est pas confessionnel. Les synagogues, c'est un peu confessionnel. Bien, vous méditerez cette distinction. Heureusement, il y a eu un changement de rédacteur en chef. Et en 1994, nous avons pu faire ce numéro qui, à mon avis, reste quand même un peu une référence parce qu'on y fait le point justement de tous les travaux, de toutes les inscriptions qui sont en cours, car il y a eu beaucoup de travail. Tous les autres, je n'entre pas dans le détail, simplement pour vous montrer que la prise de conscience à l'intérieur des communautés a été très intéressante autour des années, donc fin des années 90, début des années 2000, et jusqu'encore à nos jours un petit peu, mais je sens une baisse. C'est que chaque synagogue était fière de célébrer ses 80 ans, 120 ans, très important hein, dans le judaïsme, 120 ans, puisqu'on souhaite aux gens qu'ils vivent 120 ans. Hein, c'est les 100 ans... les 135, ceux-là, ils étaient un peu gonflés, il n'y avait vraiment pas de quoi, mais ils avaient tellement envie de faire l'anniversaire de leur synagogue qu'ils ont fait les 135 ans. Pourquoi pas? Je n'avais rien contre. Donc, tout ça pour dire la prise de conscience à l'intérieur des communautés de l'importance de ces commémorations. Pourquoi? Comprenez bien aussi qu'à travers cela, on rappelle quelque chose qui semble échapper à un certain nombre de nos contemporains. C'est qu'il y a des Juifs en France, évidemment, dès l'Antiquité, qu'ils ont été très présents au Moyen-Âge jusqu'à ce qu'ils soient expulsés une énième fois et définitivement en 1392, 94, pardon, il me semble, peu importe, qu'il y a quand même des Juifs en Alsace et en Lorraine dans des circonstances particulières, qu'il y a des Juifs dans les États du Pape, qu'il y a des Juifs à Bordeaux, et que finalement il y a des Juifs en France quand même depuis le XVIIIe siècle, et que dès la Révolution qui leur accorde la citoyenneté, les Juifs commencent à être présents dans toutes les villes, construisent des petites synagogues, et qu'il y a une présence historique. Vous voyez évidemment ce qu'on cherche à démontrer à travers cet ancrage dans un territoire, dans une ville, montrer que le judaïsme, ce n'est pas des immigrés d'hier. Ce sont des gens qui sont là depuis très très longtemps. Ne parlons pas des Alsaciens et des Lorrains, par exemple, ou des Juifs du Pape. Le dernier, c'est un guide du patrimoine juif qui m'a valu quelques incompréhensions, car évidemment, avec juif, on associerait plutôt un autre type de patrimoine, hein, l'argent, les banques, et ainsi de suite, que celui dont je parle, qui est évidemment le patrimoine culturel. Alors, revenons à quelques idées de base, en essayant donc de m'attarder trop, parce que je me suis déjà attardé dans l'introduction, mais je voulais d'abord poser une première différence. La synagogue n'est ni la tente du rendez-vous, le Mishkan, la tente du rendez-vous. Vous savez, dans le désert, Dieu ordonne à Moïse et à Aaron de construire une tente du rendez-vous qui est évidemment l'embryon du temple. Hein, puisqu'on va y déposer les tables de la loi, il va y avoir des autels de sacrifice, enfin, on a déjà une structure, mais une structure amovible, une structure qui se déplace. Ces éléments-là, il faut aussi les avoir en tête pour comprendre comment certains architectes au XXe siècle vont être fascinés justement par la tente du désert. Alors on l'appelle la tente du rendez-vous, la tente d'assignation, enfin la tente sinon, en hébreu c'est Mishkan, c'est plus simple, plus court, mais sa structure même est une structure de temple comme en font par exemple les Égyptiens.
c'est-à-dire c'est déjà une structure fermée. À l'intérieur du temple ne pénètrent que les prêtres, et il y a aussi à l'intérieur ici, voilà, la partie véritablement cultuelle profonde, parce que les sacrifices animaux et ainsi de suite se font à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous avez donc une partie qui est véritablement le temple, qui est tripartite, et on va le retrouver dans le temple de Jérusalem, car le temple de Jérusalem n'est que la transposition en dur de cette fameuse tente. Et dans ces trois parties, la troisième, le fameux Saint des Saints, est inaccessible à tout le monde, même aux Juifs, surtout les Juifs lambda, qui eux ne rentrent même pas, s'ils ne sont pas des prêtres, s'ils ne sont pas de la tribu de Lévi. Il y a seul le grand prêtre qui y pénètre une fois par an. Eh bien, cette structure-là est une structure donc, qui repose sur un système avec des prêtres, une hiérarchie, un culte, des sacrifices, que l'on va donc réaliser en dur à Jérusalem. Et vous avez donc ici le plan détaillé. J'emprunte mon plan à des commentateurs juifs, qui le mettent aussi en français, parce que moi je ne connais pas l'hébreu. Donc je fais semblant. Pourquoi ? Parce que c'est très intéressant, car ils sont fondés directement sur les textes et sur des interprétations. Parce que la plupart des restitutions du temple que nous avons, elles ont été faites par des chrétiens, depuis les jésuites et ainsi de suite. Et donc il y a toujours une interprétation, alors que là, je m'efforce, autant que faire se peut, de me rapprocher des sources juives, d'avoir un point de vue juif sur ces choses-là, alors que ce sont des choses que nous avons en commun, évidemment, mais que nous déformons sans le faire exprès, pas par malveillance, mais par méconnaissance et par le fait que la première fois de ma vie où je suis tombé sur un plan dans les archives, avec un plan de synagogue, il était écrit « sacristie ». Il y avait une sacristie dans ce plan. Je me suis dit « ah, bah ça c'est étonnant, alors ça c'est vraiment comme dans les églises ». Et c'est seulement après que j'ai réfléchi qu'il fallait que je me dise que l'architecte qui n'était pas juif, lui, il faisait une synagogue comme il faisait une église, et que donc il faisait une sacristie. Et puis c'est toujours utile, une sacristie entre nous. Il faut bien une salle où on dépose les objets, les choses comme ça, donc c'est très bien. Mais il l'appelait sacristie. C'est-à-dire qu'il utilisait un mot chrétien pour désigner un espace dans une synagogue et qui n'avait pas exactement la même fonction, mais vous imaginez. Donc il y a tout un travail à faire, si on veut intégrer, mais c'est la base de l'anthropologie, d'intégrer une autre culture, que d'essayer de comprendre à partir de cette culture et surtout de déconstruire tout ce que vous apportez de votre propre culture, car vous l'avez peut-être compris, je suis, moi, chrétien. Je ne suis pas né dans la synagogue, donc je découvre, et c'est pour ça peut-être aussi que j'ai toujours envie de faire ce travail pédagogique, parce que moi-même je me trompais sur tellement de choses, moi-même j'avais une incompréhension de beaucoup de choses. Alors j'en reviens rapidement au temple pour conclure sur cette affaire. Vous l'avez saisi, cette partie-là, qui est vraiment le temple au sens strict, avec ces trois parties, le vestibule, le saint et le saint des saints, dans lesquels il y a des objets à très haute valeur symbolique, que l'on va retrouver dans la synagogue, ça je vous le dis tout de suite. Mais auparavant, vous avez la cour des femmes, vous avez la cour des non-juifs, vous avez les prêtres, la cour des Israélites, ils peuvent aller jusque-là, puis seulement ensuite les prêtres, et enfin, toujours la même chose, dans le saint des saints, le Kodesh HaKodashim, eh bien là, seul le grand prêtre pénètre une fois par an, et encore s'il est en état de pureté. Donc vous voyez cette structure-là ? Eh bien, toute cette structure disparaît. Et j'y insiste lourdement. Pourquoi ? Les Juifs perdent leur État, leur roi, leur capitale, leur temple, et bientôt même, ils seront dispersés, la fameuse diaspora. Alors vont-ils essayer de reconstruire, comme ils l'ont fait quand même en Égypte, le temple de Jérusalem à quelques autres endroits ? Non. Il va y avoir là quelque chose qui est de l'ordre, me semble-t-il, du génie des peuples, certes des peuples, mais du génie, qui est d'être capable, alors qu'on a tout perdu, de conserver le texte, de remplacer, c'était déjà dans les paroles du prophète Osée, de remplacer le sacrifice réel, avec le sang, les taureaux, toutes ces horreurs que l'on faisait dans l'Antiquité, par la lecture du texte. À la synagogue, qu'est-ce qu'on fait ? Plus rien à voir avec le temple de Jérusalem. On y fait des lectures, des prières, et un peu de musique
vocale, puisque les instruments de musique sont interdits normalement dans la synagogue, en signe de deuil de la destruction du temple. Je dis normalement, puisque évidemment, au fur et à mesure du temps, on a quand même introduit un petit harmonium, puis après un bel orgue. Dans les synagogues parisiennes, il y a des orgues magnifiques. Vous voulez vous marier, vous, sans un orgue? Vous voulez quand même ne pas avoir la marche nuptiale à l'orgue pour un mariage? Donc, les Juifs ont adopté des formes, je dirais, catholiques ou chrétiennes, ont réformé certains points de leur culte, mais qui sont des points de détail. L'essentiel est là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le seul élément saint, la Torah, le texte. Et c'est à partir de ce texte que peut se transmettre une certaine sainteté au lieu, car évidemment, ce n'est pas un lieu dans lequel on peut faire n'importe quoi, on ne devrait pas le faire devenir n'importe quoi. Il y a des règles un petit peu quand même morales vis-à-vis de ce lieu, parce qu'il est le réceptacle de la parole divine. Alors, donc, précision toujours dans la définition de la synagogue. Pourquoi? Parce que nous allons avoir justement au XXe siècle des débats autour de ces définitions. Vous connaissez le judaïsme, il est bourré de règles. Il y a 613 commandements. Il n'y en a pas un qui concerne la synagogue. Alors, pour une bonne raison, c'est que la synagogue n'existait pas au temps du temple. Elle n'apparaît qu'au temps de Jésus-Christ à peu près, la synagogue. Elle apparaît peut-être, ça c'est une des traditions, en exil, à Babylone, puisque le prophète Ézéchiel parle de Mikdash Mehat, le petit temple. Donc l'idée de se réunir, mais de ne pas faire des sacrifices, mais de lire le texte, de se réunir quand même pour faire une forme de culte, est peut-être né dans l'exil de Babylone. En tout cas, il apparaît très clairement que ça se met en place, donc à l'époque à peu près de ce que les chrétiens appellent le temple d'Hérode. Ah oui, je vous rappelle que chez les Juifs, il n'y en a que 2. Chez les chrétiens, il y a 3 temples. Chez les Juifs, il n'y en a que 2. Hérode ne fait que restaurer le 2e. C'est intéressant aussi, ça, comme élément de vision et de chronologie. Et donc, aucune prescription architecturale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas certains principes qui vont quand même déterminer l'organisation de la synagogue. Alors, un mot sur les fonctions de la synagogue. Pourquoi? Pour relativiser aussi la question du culte. Car dans le judaïsme, le culte n'est pas le plus important. La maison familiale est tout aussi sainte et tout aussi importante que la synagogue. Certaines fêtes se font d'abord à la maison. Je vous rappelle que le Shabbat, qui est l'élément absolument le plus saint, le plus important pour les Juifs, bien sûr qu'ils vont aller à la synagogue pour faire les prières, et le samedi, ils vont lire les parties de Torah qu'ils doivent lire. Mais l'essentiel de cette, je dirais, sanctification du temps qu'est le Shabbat, ça se passe à la maison. La fête de Pâques, de Pessah, est d'abord une fête autour d'un repas, et ce repas se fait à la maison. Alors bien sûr qu'il y a toujours aussi une activité liée à la synagogue, mais s'il n'y a pas de synagogue, le judaïsme peut parfaitement survivre. Alors, les fonctions, c'est une maison de prière, tout à fait fondamentale, c'est une maison d'enseignement, car il n'y a pas de dissociation entre enseignement et culte. Les deux participent de la même chose. Et surtout, c'est aussi une maison d'assemblée. Le mot Knesset, vous le connaissez certainement, à cause de la Knesset à Tel Aviv, bien évidemment. Ça veut dire tout simplement le Parlement, car on y prend les décisions pour la communauté, on y discute des affaires. C'est aussi dans ce lieu que ça se fait. Alors, quels sont les principes qui ont pu déterminer tout de même des éléments en architecture de la synagogue? L'orientation vers Jérusalem. Mais vous avez vu, j'ai mis entre parenthèses, si possible. Si vous connaissez la synagogue de la rue de la Victoire, je m'y référerai souvent, parce que c'est la plus grande synagogue française, c'est la grande synagogue consistoriale, c'est là que siège le rabbin de France et le rabbin de Paris, enfin bon, quel haut lieu. Vers où est-elle orientée? Je me plais à toujours signaler à tout le monde qu'elle est orientée vers le Sacré-Cœur, et absolument pas vers Jérusalem. Est-ce que c'est catastrophique? Pas du tout. Certaines prières doivent se faire dans la direction de Jérusalem. Eh bien, dans ces cas-là, les fidèles se tournent vers Jérusalem, tranquillement. Il n'y a pas cette espèce d'obsession, bon, je vais être méchant, avec d'autres religions, mais une espèce d'obsession, vous savez, de l'orientation au millimètre près, comme ça, du bâtiment. C'est la prière qui doit être dans la direction de Jérusalem, c'est pas le bâtiment. Et vous voyez tout d'un coup comment le bâtiment se trouve minimisé dans son importance. Autre thème aussi d'actualité, séparation des hommes et des femmes, ça oui. Déjà dans le temple, il y avait
une cour où les femmes pouvaient aller, ensuite elles ne pouvaient plus rentrer. Donc la séparation est restée dans le judaïsme traditionnel et dans le judaïsme français consistorial, comme on l'appelle. Je vais vous expliquer cela si j'en ai le temps, mais il faudrait. Ce judaïsme-là va maintenir la séparation des hommes et des femmes. Il faudra attendre le fameux judaïsme libéral pour qu'on ne sépare plus les hommes et les femmes. Ça, c'est un principe. Alors, on pourrait rentrer dans de tas d'explications sur la fonction différente affectée par le judaïsme à l'homme et à la femme. Alors, ça pourra choquer peut-être certains tenants des gender studies, mais la tradition est ainsi faite. Après, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, il y a justement des judaïsmes différents pour pouvoir s'épanouir. Qu'y a-t-il dans une synagogue ? Quels sont les éléments que l'on doit trouver, dont on a besoin? Si nous voulions transformer cet auditorium en synagogue pour la fête de Kippour, parce que vous savez, à Kippour, les Juifs vont à la synagogue, et il n'y a évidemment jamais assez de place. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les Juifs de Kippour. Hein, c'est comme les chrétiens de Pâques ou de la nuit de Noël. Ils viennent une fois par an. Alors on loue des cinémas. Alors qu'est-ce qu'on apporte? Deux choses. On apporte une armoire dans laquelle on pourra déposer, donc on pourrait la mettre là, on serait orienté vers le Sacré-Cœur, c'est très bien, là, je crois. Il me semble qu'on est... Non, on n'est pas orienté vers le Sacré-Cœur. Donc une armoire dans laquelle on dépose le rouleau de la Torah et une estrade sur laquelle on fera la lecture. Vous avez là les deux composants essentiels de toute synagogue. Tout le reste, je ne dis pas qu'il est inutile, mais ne sont quasiment que des ajouts, des fioritures, des mises en scène. Le fondement, il est là. Et on l'a déjà dans les synagogues de l'Antiquité. On retrouve presque toujours ces éléments-là. Alors, l'Arche Sainte, alors ça c'est vraiment important, cette fameuse armoire que l'on appelle Arche Sainte, elle se réfère bien au temple, car il y a le rouleau de la Torah dans cette armoire, comme il y avait dans le Saint des Saints les tables de la loi. Vous voyez bien l'équivalence, là, elle est complète. Mais elle est symbolique. Mais il y a tout de même, justement, des éléments de séparation entre cette Arche Sainte et le reste de l'espace. Il y aura en particulier, presque systématiquement, un rideau. Et un rideau qui porte encore le même nom que le rideau qui séparait le Saint des Saints et le Saint dans le temple de Jérusalem et qui, vous le savez bien, lors de la mort de Jésus, s'est déchiré. Et ce parochet, c'est le mot qui est utilisé pour l'Antiquité, mais encore de nos jours, devant une arche sainte, je vous en montrerai, il y a un rideau, pour marquer tout de même un peu cette séparation. Mais vous comprenez qu'elle n'est plus que symbolique. Quant à l'estrade, alors là, c'est quand même un meuble purement fonctionnel, simplement que dans certaines architectures, vous allez voir les formes qu'elle peut prendre, c'est souvent très très beau. Grand débat. L'estrade doit-elle être au centre ou au contraire près de l'Arche Sainte? Vous allez voir que ça sera un des grands débats architecturaux du XIXe siècle et du XXe siècle dans les synagogues. Le temple n'est pas oublié car il y a une série de symboles qui vont tout de même être repris. Alors des éléments symboliques, si un architecte arrive à coller 12 colonnes par exemple, ou 12 fenêtres, il sera très content parce qu'il pensera qu'il a fait quelque chose qui est en référence à la culture juive. C'est pas faux, mais vous savez que le symbolisme, il faut quand même se méfier. Parce que vous pouvez trouver un symbole pour tous les chiffres. De 1 à 12, je peux vous dire, 1 c'est Dieu, j'arrête, les matriarches, les patriarches, vous trouvez toujours, il y a un chiffre attaché à tout un ensemble de représentations dans le judaïsme. Donc il y a bien du symbolisme, mais il ne faut pas non plus peut-être l'exagérer. C'est d'ailleurs assez fréquemment des architectes non-juifs qui se plaisent à bourrer leur synagogue de symbolisme. Je vous en montrerai un exemple savoureux si on a le temps. Donc, le rideau, le parochet, je l'ai signalé. Autre élément de mobilier très important, la menorah, vous savez, le fameux chandelier à 7 branches, très important, puisqu'il est devenu, pendant des siècles, le symbole du judaïsme. Ce n'est pas le Magen David, ce n'est pas l'étoile de David, le symbole du judaïsme. C'est très tardif. Le Magen David existe dans la culture juive, mais il existe aussi dans la culture de tout un tas d'autres peuples, et il n'a pas de valeur identitaire aussi forte que la menorah, que le chandelier à 7 branches. À l'entrée de certaines catacombes, vous trouvez une menorah, pas une étoile de David, d'accord ? Et enfin, des motifs décoratifs qui sont inspirés des descriptions du temple, je passe. La question de l'image, M. Bofslug a dû l'aborder, donc je ne l'aborde pas, mais je tiens à rappeler que c'est là encore beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Parce que la vision du judaïsme moderne,
qui a exclu les images, eh bien, elle n'était pas valide dans l'Antiquité. Bien sûr, je m'en doute que M. Bossfleuil l'a dit, puisqu'on ne peut pas éviter d'ouvrir Europos, qui est l'épine dans le pied pour tout un tas de chercheurs qui pensaient que les chrétiens avaient inventé évidemment toute l'iconographie, puisque les juifs en plus ils n'ont pas d'image, donc ils ne pouvaient pas y avoir participé. Sauf qu'Adura Europos, 256 après 256 après Jésus-Christ, qui nous donne une série d'images absolument extraordinaires que je n'ai pas le temps de commenter. Mais si vous entrez dans une synagogue, et là j'ai choisi au hasard la synagogue de la rue des Tournelles, pas la moindre image, car le judaïsme moderne, pour se différencier, car le judaïsme est obligé de se situer, si vous voulez, par rapport à des pratiques qui viennent des autres cultes. Et très très fréquemment, alors que ce n'est pas dit dans les textes initiaux, on a des rajouts ou des tentatives par exemple, ça s'appelle le Rukatagoy, c'est-à-dire l'imitation des non-juifs. Alors ça, c'est très mauvais. Et mettre des peintures est considéré comme du Rukatagoy. Introduire une chair, on va la voir tout à l'heure apparaître, c'est du Rukatagoy. C'est-à-dire, là, vous êtes en train d'imiter les chrétiens et je dirais presque de pervertir en quelque sorte la tradition juive. Donc, pas d'image dans les synagogues, mais des éléments symboliques. Alors, de temps en temps, évidemment, dans les synagogues américaines, dès les années 30, vous avez des Moïse dignes de Cécile B2000, parce que dans ces synagogues, on devient de plus en plus ouvert, libéraux, on fait appel à des artistes, et on introduit des images, on introduit des œuvres d'art sans beaucoup de problèmes. En France, c'est une caractéristique du judaïsme français, il est resté traditionnaliste. Et même encore aujourd'hui, et peut-être même de plus en plus, le consistoire, qui est l'instance principale, est de plus en plus, je dirais, rigoriste, en particulier sur la séparation des hommes et des femmes. Dernier point, et là je fais juste un survol, autant de formes de la synagogue qu'il y a de communautés dans le monde à travers l'histoire. C'est pas facile d'ailleurs de faire l'histoire des synagogues d'une certaine manière, puisque dans chaque pays, ils s'adaptent. Je vous rends sensible tout de même au fait qu'évidemment à Capharnaüm on fait du gréco-romain, oui, vu la date c'est normal, mais quant à Kaïfen, grâce au dessin de pères jésuites, on a une image de la synagogue de Kaïfen, car il y avait des juifs dans cette ville de Kaïfen jusqu'au XVIIIe siècle, début XIXe. On a une image, c'est une pagode, architecturalement c'est une pagode, avec une organisation interne un peu spécifique pour en faire une synagogue. Là voici une synagogue de Djerba. Nous sommes en pays ibadite, par rapport à l'islam, un pays ibadite, ça pourrait être tout à fait une mosquée. Il n'y a aucune différence architecturale. À l'intérieur, vous trouverez des différences. En Lituanie, au XVIIIe siècle, on a une architecture de bois absolument faramineuse dans les églises et dans les synagogues. Donc, pas de forme spécifique, pas de style, pas d'architecture juive. Ça n'existe pas. Ce n'est qu'une fonction, et donc on s'adapte. Et c'est ça qui rend d'ailleurs l'art juif ou la question de l'architecture des synagogues absolument passionnante. C'est que vous êtes continuellement dans la symbiose, continuellement dans l'échange, dans l'emprunt et le transfert. C'est-à-dire que vous êtes bien loin de certaines des conceptions, surtout du XIXe siècle, vous savez, de l'espèce du sol, du lien à la nature, du lien à un génie du peuple, ou des choses comme ça. Non, ça n'existe pas du tout dans le judaïsme. Alors, approchons-nous du XIXe siècle, tout de même, et pour passer au XXe siècle. Voici des exemples de magnifiques petites synagogues baroques. Je vous montre, regardez ce que peut devenir. Ici, vous avez une estrade, une bima, arche sainte ici, et bima, absolument magnifique, mais tout est là. Tout est là. Le reste de la synagogue est très neutre. Et voyez comment le lieu de lecture de la Torah va être magnifié, en quelque sorte, par ce baldaquin, par ces colonnes torses. Alors, vous pouvez extrapoler sur les colonnes torses. Aucun problème, puisqu'on sait bien qu'il y avait, paraît-il, des colonnes torses dans le temple de Jérusalem. Alors, vous pouvez dire qu'ils se souviennent de Jérusalem. Ils peuvent aussi se souvenir de Saint-Pierre de Rome. C'est pas... Originalité à Cavaillon, dans le Comtat venessin, ce sont des terres italiennes, ce sont des terres du pape, je vous rappelle. On a une estrade qui est sur une tribune. C'est totalement original, ça n'existe que dans le monde italien. Mais vous voyez, c'est les différentes solutions. Mais au bout du compte, c'est uniquement encore une affaire de placement de l'estrade et de la tribune de lecture.
ça n'induit pas véritablement de grandes différences. Et puis, alors au XIXe siècle, vous avez des tendances architecturales très très diverses, mais qui sont liées aussi à l'évolution de l'architecture au XIXe siècle, en particulier l'orientalisme. Je vais en dire quelques mots sur l'orientalisme dans les synagogues de France, et puis le néoclassicisme, bien évidemment. Pendant une période, et en France en particulier, le néoclassicisme, c'était le style idéal. Pourquoi? Parce qu'il faisait participer comme ça de l'architecture, je dirais, prestigieuse. Les palais de justice, les églises, la synagogue est aussi néoclassique. Les premières synagogues en France sont néoclassiques. Et donc, on a un style, si vous voulez, en plus un style international, car je vous rappelle que le néoclassicisme est un style international, qui pouvait contribuer à donner à la synagogue la dignité que l'on cherchait, car, et c'est la période révolutionnaire qui est absolument cruciale pour comprendre cela, pendant longtemps, les synagogues sont cachées, en Europe et en France. Elles sont cachées. Les petites synagogues de Bordeaux au XVIIIe siècle, ce sont des oratoires dans des appartements. Ils sont déjà tout juste tolérés. Vous les voyez en train de construire une façade avec des Magen David et ainsi. Non, c'est totalement impensable. Donc, il faut absolument être caché. Avec la Révolution, l'émancipation de 1791, alors, émancipation sur le papier, comme vous le savez, mais il faut à peu près une génération pour que ça rentre véritablement dans les mœurs, sauf à Bordeaux, pour que l'on ait des synagogues qui, tout d'un coup, dans la rue, apparaissent comme des synagogues, qui est une façade. Inutile de vous faire un dessin sur l'importance de la façade en architecture. Pendant longtemps, les synagogues n'ont pas eu de façade. Dans certains pays, bien sûr, hein, les situations. Mais en France, les premières synagogues n'ont pas de façade. Et la première synagogue construite à Paris en 1822. 1822, on est 30 ans après l'émancipation. Eh bien, c'est un temple néoclassique, avec juste un petit ordre devant la porte, et il n'y a aucun signe, aucun symbole qui signifiait que c'était une synagogue. Ça va changer, évidemment, mais c'est vous dire que ça ne se fait pas si simplement. Alors, tous les styles architecturaux, tous les styles éclectiques, tous les styles historiques que le XIXe siècle a utilisés, ont été utilisés pour les synagogues, mais à chaque fois avec des débats et des perspectives identitaires très intéressantes, car faire une synagogue orientaliste comme à Berlin, vous savez que c'est une des rares parties de synagogue qui a été préservée à Berlin, Orientenbunkerstrasse, elle est toujours en place, la partie vestibule avec sa coupole, tout l'arrière avait été détruit, et il y a maintenant une sorte de centre communautaire derrière. Eh bien, l'orientalisme, c'est né d'un fantasme d'architecte qui projette sur les Juifs le fait qu'ils sont des orientaux. Ils ont oublié évidemment que le christianisme aussi me semble un peu d'origine orientale, mais il y a là quelque chose de très symptomatique. Alors que plusieurs architectes juifs, car désormais il y a des architectes juifs, évidemment avant il n'y en avait pas, hein, puisqu'ils ne pouvaient pas pratiquer ces métiers-là en Europe. Hein. Et donc beaucoup d'architectes juifs ont théorisé une utilisation du néo-roman et du néo-gothique. Il faut le faire tout de même. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, la synagogue de Ludwig Levi à Strasbourg, nous sommes à la période germanique, hein, à Strasbourg à ce moment-là, eh bien, est tout à fait en adéquation avec les cathédrales de la vallée du Rhin. Donc, on procède ainsi à un double travail de germanisation de l'Alsace, puisqu'on se réfère à la cathédrale de Spire, Worms et ainsi de suite, et je dirais, de nationalisation des Juifs d'Alsace à travers l'usage du néo-roman. Et le poids, évidemment, du modèle de l'Église apparaît très, très clairement. Des débats ont eu lieu au XIXe siècle, enfin même avant, mais je vais me référer surtout au XIXe siècle et au XXe siècle, sur le plan de la synagogue. Vous l'avez compris, vous pouvez faire une synagogue n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, dans les airs, vraiment, ce n'est pas un problème. Donc, les architectes sont libres, normalement, de faire ce qu'ils veulent. Au XXe siècle, ça va donner une inventivité chez les architectes, mais en vérité, c'est vrai aussi dans le monde chrétien, hein, qu'il y a une inventivité dans les plans, dans la réorganisation et tout ça, aussi dans les églises. Mais dans les synagogues, j'en ai mis une exprès, évidemment, pour vous montrer jusqu'où on peut aller dans la fantaisie, je dirais, en plan pour faire une étoile de David qui est devenue, depuis la fin du XIXe siècle, comme vous le savez, le symbole juif par excellence et qui a pris aussi, évidemment, une valeur forte avec la Shoah. Alors, les plans, eh bien, vous avez toujours ces deux éléments que je vous ai cités, l'Arche Sainte, l'estrade. Alors, chez les Italiens, comme c'est des petits oratoires tout petits, eh bien, on met l'estrade sur un mur et
l'Arche Sainte sur l'autre mur, c'est ce que vous avez en haut de la Scuola Grande Spagnola de Venise. Hein, ici, l'estrade, ici, l'Arche Sainte. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, la très jolie petite synagogue baroque de Ansbach, vous l'avez ici, on la met au milieu. Alors là, un petit plaidoyer pour le mettre, quand on me demande mon avis, parce que figurez-vous que de temps en temps, il y a des architectes qui me demandent mon avis, donc c'est très rigolo, je plaide toujours pour la bima ou la théba ou, au centre. Pourquoi? Parce que c'est à la fois fonctionnel et à la fois d'une force symbolique incroyable. Car pourquoi doit-elle être au centre des fidèles? Eh bien, parce que lorsque Moïse reçoit la Torah sur le mont Sinaï, tout le peuple juif est réuni autour du mont Sinaï. Donc ce symbolisme-là, la centralité de la Torah, est quelque chose de fondamental. Sur le plan fonctionnel, vous avouerez qu'il est beaucoup plus simple de s'adresser aux fidèles ou qu'ils entendent le texte si vous êtes au milieu des fidèles, plutôt que si vous êtes juché sur un... On va le voir ici, vous voyez, rue de la Victoire. L'Arche Sainte est ici. L'estrade est ici. Vous vous rendez compte qu'il y a des fidèles ici? Mais ils n'entendent rien. En plus, l'acoustique est très mauvaise dans cette synagogue. Ils n'entendent rien. Alors, je ne vous parle pas des femmes qui, des fois, sont au deuxième niveau dans les tribunes. Pourquoi? Eh bien, parce que là, il s'est produit quelque chose qui, en profondeur, modifie le judaïsme. Qui lit la Torah dans le judaïsme? Je vous rappelle qu'il n'y a plus de prêtres dans le judaïsme. Donc, plus de prêtres, plus d'évêques, rien, fini. Tout juif de 13 ans qui en est capable peut monter à la Torah et lire. Tout juif, garçon, dans les synagogues. Ça veut donc dire que les fidèles circulent dans la synagogue. Ça veut donc dire qu'il y a tout un mouvement, que les gens vont et viennent. Ah oui, alors c'est désordonné, ça c'est sûr, c'est désordonné. Qu'ils vont et viennent et qu'ils montent sur cette estrade pour lire, puis qu'ils s'en vont et qu'ils passent la parole à un autre, et ainsi de suite. Il y a bien sûr dans beaucoup de synagogues des ministres officiants, c'est-à-dire des spécialistes, des gens qui savent bien lire, savent bien chanter, ainsi de suite. Mais ça aussi, c'est, je dirais presque un palliatif de l'absence parfois de capacité des fidèles. Mais traditionnellement, ce sont les fidèles qui lisent. Donc la centralité, elle est très importante. Et voyez, dans la synagogue de la rue de la Victoire, qui est très symbolique, puisque les grands rabbins de cette époque voulaient en faire la synagogue du rite français. Parce qu'évidemment, il y a une telle variété de rites dans le judaïsme qu'ils rêvaient d'un rite français. Eh bien, on voit comment, je vous épargne mes commentaires sur la croix, évidemment, que forme le dallage au sol, hein, mais c'est logique. Quand on prend un plan d'église, c'est logique qu'on se retrouve avec une croix. Je vous montrerai tout à l'heure la synagogue de Dijon, ça c'est la plus significative sur ce plan. Mais on installe en hauteur pour qu'on les voit. L'estrade, le grand rabbin avec sa chaire ici, le grand rabbin de Paris, enfin, vous voyez, tout le monde est mis en scène. On est dans une mise en scène et non plus dans un culte participatif. Et c'est bien justement aussi ce que les chrétiens ont souligné au cours du XXe siècle. Il fallait cesser avec cette représentation, ce culte purement visuel pour les fidèles qui voient, et au mieux ils écoutent un peu s'ils y arrivent. Non, ils participent. Et ça, c'était en profondeur dans le judaïsme un élément absolument fondamental que le XIXe siècle a essayé d'éradiquer au profit d'une mise en scène beaucoup plus digne. Hein, on met des costumes aux rabbins. Vous savez que Napoléon leur impose même des costumes ecclésiastiques. On a des bedeaux avec des chapeaux. Enfin, on a tout un décorum qui est introduit et qui ne correspond évidemment pas du tout à la tradition juive. Certains résistent. Les juifs de Bordeaux et de Bayonne, que l'on appelle des séfarades, c'est des juifs originaires d'Espagne, vraiment d'Espagne, ceux-là, direct, hein, parce qu'après il y a des séfarades qui sont partis en Turquie, tout cela, n'ont pas voulu aller à la synagogue de la rue de la Victoire, et ils ont construit leur propre synagogue pour rester fidèles à la Théba ou Bima au centre. Et elle est toujours comme ça aujourd'hui. Vous voyez, c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas plus assimilé que les juifs de Bordeaux, d'ailleurs ils ont disparu. Depuis, quasiment disparu par mariage, par indifférence, et ainsi de suite. Hein, les Pereire, toutes ces grandes familles, il n'y en a plus. Et pourtant, quoi qu'ils étaient totalement intégrés, totalement français, c'était les plus français des juifs, les juifs de Bordeaux, hein, parce qu'ils étaient riches et francisés bien avant les autres, bien avant les Alsaciens qui parlaient le yiddish, vous imaginez, qui vivaient dans des villages sordides, hein, évidemment.
Eh bien, il n'empêche que là, ils veulent maintenir la tradition, et en 1877, ils construisent leur propre synagogue de leur denier, enfin grâce à un mécène, mais peu importe, pour pouvoir garder la Théba au centre. Donc vous voyez l'enjeu, l'importance de la place, de cet élément mobilier, mais qui touche en profondeur aux valeurs même du judaïsme et à la relation du fidèle au culte. Alors, Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Le temple israélite. Pourquoi je parle de temple israélite et que veut dire israélite ? Alors vous avez là la synagogue de la Victoire. Il n'y a pas de crypte, je vous rassure, en dessous, il n'y a pas de crypte, parce que comme il y a des escaliers, on pourrait croire qu'il y a une circulation en dessous, qu'il y a une crypte. Non, ça ressemble complètement à une église, sauf qu'il y a quand même 10 arches, qu'il y a 5 roses qui renvoient aux 5 livres de la Torah. Alors ça, du symbolisme, on n'en manque pas, mais on est quand même dans une église. Et donc là, vous aviez le plan ici, et vous voyez maintenant la vue intérieure, une vue ancienne, mais qui montre bien comment on a fait un chœur, et comment on a éloigné complètement l'espace de culte de l'espace des fidèles, dont on ne fait plus que des assistants, des gens qui assistent au culte. Rue des Tournelles, on a un magnifique dessin de l'architecte Varcolier qui a fait cette synagogue, et que j'adore. Pourquoi ? Parce qu'en bas, vous avez une femme avec ses grands atours, une grande bourgeoise du 19e siècle. À côté, vous avez un rabbin, mais même à côté du rabbin, vous avez un enfant de chœur. J'appelle ça un enfant de chœur, ça va sans dire que c'est là, parce que je me moque un peu. Mais un petit garçon avec un costume qui ressemble fort à un enfant de chœur. C'est vous dire comment on a intégré tout un tas d'éléments, de rituels, de décorum, de pratiques on déteint sur le judaïsme, mais aussi par intégration sociale, car on a maintenant une bourgeoisie juive qui a envie d'avoir exactement les mêmes comportements que la bourgeoisie française, catholique ou protestante. Et vous voyez l'orgue, où il trône, l'orgue, dans la synagogue de la rue des Tournelles, alors qu'il est normalement interdit. J'ai une affection particulière pour la synagogue de Dijon. Pourquoi ? Parce que si vous passez en voiture dans le rond-point qui est juste à côté, un peu vite, et que vous n'apercevez pas ici les tables de la loi, qui sont devenues le symbole de la synagogue, vous êtes à Dijon, vous avez un édifice romano-byzantin, et vous pourriez vous dire, tiens, quelle église c'est ? Car non seulement il y a une coupole de Sainte-Nuit, mais il y a une croisée du transept. Dans la synagogue de Dijon, il y a une croisée du transept. Et pourtant, il y avait un rabbin à l'époque. Il n'a pas crié au scandale, non, il a laissé faire. Il a laissé faire Siraudot, un architecte local, qui a construit une synagogue complètement sur un plan d'église. Sauf qu'à la place de l'autel, il a mis l'estrade. Et c'est assez génial, je trouve, d'avoir quand même utilisé cette forme-là, d'être à ce degré d'intégration, si vous voulez, dans des formes chrétiennes. Alors, réaction à cela, mais elle ne vient pas tellement des Juifs eux-mêmes, ou des architectes juifs, car je vous ai dit, on a même parfois théorisé l'usage du néo-gothique. Edwin Hoppler, l'architecte de la synagogue de Hanovre, fait tout un texte en expliquant quel est le grand style allemand de l'époque. Le néo-gothique. Est-ce qu'on est des Allemands ? Bien évidemment que les Juifs sont des Allemands. Alors nous devons faire des synagogues néo-gothiques. Et encore mieux, il y a un rabbin viennois qui fait tout un texte, très beau texte, savant, en expliquant que, quand même, le gothique, c'est le style spirituel par excellence. Là, je pense que ça a un écho chez pas mal de mes collègues. C'est un style spirituel. Pourquoi on se priverait, nous, les Juifs, d'avoir aussi des synagogues gothiques ? Vous voyez le degré de nationalisation, d'intégration par des architectures nationales. Le néoclassicisme était pratique pour ça. En revanche, un certain nombre d'architectes projettent sur les Juifs leur fantasme orientaliste, leur rêve d'Alhambra. Et vous en avez quelques exemples, dont la plus magnifique, si jamais vous passez à Besançon, visitez-la, c'est la plus belle synagogue orientaliste de France, la synagogue de Besançon, faite par un architecte byzantin, Pierre Marnotte. Alors, je pourrais en parler pendant 10 minutes parce que c'est un projet très intéressant. Le premier projet était un projet d'intégration. Dans un quartier où les riverains ont fait une pétition pour qu'on n'installe pas la synagogue. Ça ressemble à des choses qu'on entend un petit peu de nos jours, comme vous pouvez y penser. On traverse le Doubs, il s'éloigne beaucoup, il traverse le Doubs, et du coup, Marnotte construit une mosquée. Une mosquée, mais évidemment, c'est une synagogue. Mais enfin, il me semble qu'il y a quelques traits empruntés à la mosquée. À Verdun,
L'architecte Mazilier, qui est un architecte local, pousse la référence au temple à faire 2 piliers. Vous savez qu'il y avait 2 piliers à l'entrée du temple, surtout si des gens fréquentent un peu les temples maçonniques, ils le savent. Il y avait 2 piliers sur lesquels il y avait des inscriptions en hébreu, Yachin et Boaz. C'est la seule synagogue que j'ai jamais trouvée dans tout mon périple à travers le monde avec l'inscription en hébreu, Yachin, ici Boaz et ici Yachin. Vouloir rappeler le temple. Et dans son plan, c'est génial parce qu'il reprend la terminologie du temple pour décrire dans son devis estimatif, vous voyez, dans son devis de présentation du projet. Donc voilà, on a pas mal de synagogues orientalistes, et puis il est assez savoureux de voir tout de même qu'on introduit l'orientalisme en Afrique du Nord, puisque la synagogue d'Oran est la plus grande synagogue jamais construite en Afrique du Nord, et sans doute dans toute l'Afrique d'ailleurs, sur un plan d'église, mais complètement habillé à l'oriental, avec des motifs orientalistes très très présents. Alors, un autre débat, et je sais que vous aurez une séance sur ces questions, c'est pour ça que je me permets peut-être de l'aborder un petit peu plus en détail, c'est est-ce que finalement, le modèle de l'Église n'a pas été une catastrophe pour la synagogue au XIXe siècle? J'ai tendance à le croire, puisqu'on a surtout le plan basilical, bien évidemment. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des églises à plan centré, mais c'est quand même le plan basilical, vous l'avez vu, avec toutes ces synagogues, là, ont des plans basilicaux. Mais quelques architectes ont eu la bonne idée de se dire, mais est-ce que le plan centré, qui a aussi une valeur symbolique, une tradition, je ne la développe pas, puisqu'en plus, je crois qu'un collègue va en parler un peu de cette question du plan centré, du retour du plan centré justement au XXe siècle, eh bien, on a aussi une tradition du plan centré, toujours d'inspiration orientale, ou au moins byzantine, bien évidemment, qui se développe chez certains architectes. Et je trouve assez savoureux qu'un des premiers exemples ait été construit par les Français à Alger, en bas de la Casbah, on rase, vous savez, tout le bas de la Casbah, donc on détruit pas mal de synagogues. Alors, on va construire une belle synagogue moderne pour ces juifs algériens. Vous imaginez le contraste, hein, des petits oratoires anciens, séculaires, cachés, parfois sordides, et ainsi de suite. Et on leur offre une grande synagogue orientaliste. C'est un choc au départ, hein, quand même. Il va falloir toute une adaptation qui ne se fera pas. Et en plus, on leur envoie des rabbins alsaciens, hein, parce que les rabbins d'Afrique du Nord, ils sont nuls, c'est connu. Hein. Donc, on leur envoie des rabbins patentés, formés par le consistoire à Paris, des Weil, des Ullmann, et ainsi de suite, des Alsaciens et des Mosellans qu'on envoie en Algérie pour donc développer la vision du judaïsme français qui s'oppose, bien évidemment, en profondeur à celle des Juifs locaux. Un autre architecte, Prix de Rome. Et là, je saisis tout d'un coup une filiation qui est absolument indéniable et qui est très intéressante parce qu'il y a même des suites aux États-Unis. On élabore à l'École des Beaux-Arts, vous savez, à l'École des Beaux-Arts, on a des projets imposés, les rendus. Et on donne un programme. Un gymnase, un palais des Beaux-Arts, un palais pour la présidence de la République. Non, ça c'est plutôt des prix de Rome parce que c'est un peu grand, mais bon. Dans les rendus, c'est plus petit. Et on a donné plusieurs fois la synagogue. Et à chaque fois, tous les rendus de l'École des Beaux-Arts de ces synagogues sont à plan centré. Car je pense qu'ils ont piqué les modèles aux précurseurs et en particulier à Salomon Ullmann, qui a fait la synagogue de Neuilly. Là, vous avez le plan original, hein, évidemment complètement inspiré des églises byzantines. Et là, tout d'un coup, on voit apparaître un autre modèle, mais c'est toujours l'église, en quelque sorte, le modèle. Sauf qu'il est beaucoup plus adéquat au culte juif, puisqu'il permet plus aisément la réunion des fidèles autour d'une estrade, ou du moins de les éloigner un peu moins de l'Arche Sainte et de l'estrade, si elles sont placées. Là, voici le plan du concours de la synagogue, un concours qui a été gagné donc par un architecte tunisois, Victor Valenzi, formé à l'École des Beaux-Arts. Il est à peine sorti de l'école au moment où il gagne ce concours, en 1913, pour construire la grande synagogue de Tunis. Et on voit là bien comment il utilise très pertinemment le plan centré. Voici le diplôme d'Edmond Uri. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah oui, mais il est juif. Ben oui, de temps en temps, il y avait quelques architectes juifs à l'École des Beaux-Arts qui avaient envie de faire une synagogue. Hein, c'est assez bienvenu. Et donc, Edmond Uri choisit comme sujet de diplôme, en 1896, une synagogue, et elle est à plan centré. Enfin, je vous montre la plus belle synagogue à plan centré que nous ayons dans la région, celle de Boulogne, qui alors a carrément une petite église byzantine magnifiquement conçue par Emmanuel Élisée Pontremoli, grand architecte et qui devient patron de l'École des Beaux-Arts et qui se trouve être juif.
Et il est sollicité directement par les Rothschild, car la synagogue est construite sur un terrain qui est attenant à la propriété des Rothschild. Et donc, il discute avec le baron de Rothschild. Par bonheur, on a ces archives de Pontremoli à... Je dis toujours l'IFA, mais ça s'appelait plus l'IFA, enfin ici, quoi. Les archives d'architecture du XXe siècle. Voilà. Et donc... Et il y a un échange, je vous dis, le baron veut Sainte-Sophie. J'adore cette expression, parce que ça veut bien dire d'où il vient le modèle. Hein, l'idée de l'église byzantine de Sainte-Sophie. Alors, en voici une autre très très belle, construite encore par un architecte juif. J'insiste, alors, c'est pas pour les épingler, parce que évidemment, là, ça fait liste, ghetto, et ainsi de suite. Je traque les juifs, les architectes qui sont juifs, les architectes qui ne sont pas juifs. C'est quand même une chose qui n'est pas complètement neutre. Quand de nouveau les Rothschild ou le consistoire s'adresse à Lucien Bechmann, c'est parce qu'il est juif et parce qu'il est complètement intégré à cette communauté et que peut-être de temps en temps il pourrait concevoir des synagogues un peu plus originales que les architectes chrétiens qui n'y connaissent rien et qui font des églises. Sauf qu'ils vont, eux, rester tellement attachés aux traditions École des Beaux-Arts, aux traditions, si vous voulez, de l'architecture religieuse telle qu'elle se pense dans la France du 19e siècle et du début du 20e siècle, ils vont faire au mieux des plans centrés, de magnifiques synagogues, la charpente en bois est absolument somptueuse, donc dans cette synagogue dans le 15e arrondissement, rue Chasseloup-Laubat, qui est donc une synagogue consistoriale. Et donc, je m'aperçois que j'ai oublié de préciser la nature du terme temple israélite. Pourquoi je parle de temple israélite? Parce que pendant longtemps, comment on désigne les juifs traditionnels, les juifs d'Alsace, les juifs de Pologne, comment désignent-ils la synagogue? Les juifs italiens également. Ils disent la Schule, qui est le mot allemand pour l'école, Schule. Les Italiens, tout à l'heure, je vous ai montré la scuola spagnola, l'école espagnole. Vous voyez la fonction d'enseignement? Elle est primordiale. C'est elle qui donne son nom aux mots utilisés par les communautés traditionnellement. Escuola, enfin, on a toutes les variétés, mais toujours autour d'école. Le mot synagogue, comme vous le savez, c'est un mot savant, c'est un mot grec. Il n'est pas si courant que cela dans le judaïsme traditionnel. Mais il apparaît pour désigner, par rapport à l'Église, par rapport au temple protestant, la synagogue. Bien, mais ça ne suffit pas. Car au bout d'un moment, par désir, si vous voulez, d'intégration et de montrer que la synagogue doit avoir exactement la même dignité que les autres lieux de culte, de plus en plus on va parler de temple. Alors, bien sûr, il n'est pas totalement neutre, ce mot, puisqu'il pourrait aussi avoir un écho avec le temple de Jérusalem. C'est évident dans l'imaginaire que ça joue. Mais le mot qui est employé, c'est temple israélite, pas juif. Parce que je vous rappelle que le mot juif, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à l'employer. On a du mal à l'employer au XIXe siècle. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, si vous ouvriez le dictionnaire, juif, c'était une injure. Juif, c'était, je dirais, presque une discrimination. Alors, à la Révolution, et surtout Napoléon qui a mis en place les consistoires en 1808, c'est quoi les consistoires? C'est une organisation religieuse qui part d'en haut, ministère des cultes, qui nomme des grands rabbins, qui nomme des rabbins, qui organise les cultes dans tout le territoire, avec des circonscriptions. Eh bien, cette structure-là va reposer sur une distinction absolument cruciale, et qui sera remise en cause au XXe siècle, bien sûr, sur l'idée que ce ne sont plus des Juifs, ce sont des Israélites. Qu'est-ce que ça veut? Quelle est la différence? Juif référerait à une culture, à une civilisation, à un peuple, peut-être même à une notion de nation juive. Non, c'est fini. Il n'y a plus que des Français de confession israélite. Et vous savez que dans le vocabulaire administratif, encore aujourd'hui, vous avez des associations cultuelles israélites. C'est le terme exact à employer puisque cela désigne une confession et pas une appartenance d'un autre ordre. C'est toujours l'idée donc d'avoir des Français. Donc ce temple israélite est le symbole même de cette intégration. Le XXe siècle va sans cesse récuser ce modèle-là. Il y a d'abord tous les immigrés d'Europe de l'Est qui débarquent et qui ne voudront pas entrer dans les grandes synagogues de la rue de la Victoire, des Tournelles et ainsi de suite, parce qu'il y a l'orgue, parce qu'ils ne s'y sentent pas bien non plus, parce qu'ils sont face à des bourgeois qui sont bien installés, qui habitent les beaux quartiers. La synagogue de la rue de la Victoire, elle est quand même dans le 9e arrondissement grâce au fait que le baron de Rothschild était juste à côté rue Laffitte, tout de même.
Donc ces Juifs qui débarquent d'Europe de l'Est vont s'installer dans les quartiers pauvres, en particulier dans le Marais, et vont pratiquer dans des oratoires. Et on en a encore quelques-uns. Alors c'est très mouvant les oratoires, hein, on en ouvre, on ferme, enfin à longueur de temps, mais nous en avons encore quelques-uns. Vous excuserez mes photos qui ont... Ça vous montre parfois que j'ai travaillé il y a longtemps, mais elles ont vraiment tourné, j'en suis absolument honteux. Mais je ne pouvais pas refaire, pour la cause d'aujourd'hui, de nouvelles photos dans ces oratoires, c'est pas si simple. Donc, mais voilà des exemples d'oratoires que l'on trouve dans le Marais, rue des Rosiers ou rue Sainte-Anastasie. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous y trouvez? Une fois de plus, une arche sainte, amovible même, on peut même la déplacer, et une petite estrade de lecture, et puis après quelques éléments de décor. Et ces gens sont organisés en associations. Associations qui sont d'abord des associations de secours mutuels et en particulier des associations pour le cimetière. Car la grande question pour ces gens-là, c'est être enterrés en terre juive et au milieu des coreligionnaires originaires du même endroit. Vous allez qu'aller voir au cimetière de Bagneux, vous avez des rangées entières, dans la partie juive, des rangées entières de toutes ces associations qui avaient acheté des concessions. Je ne rentre pas dans le détail, c'est trop compliqué, mais c'est vous dire qu'une fois de plus, ce n'est pas tant l'oratoire peut-être que la fonction sociale, religieuse et surtout mortuaire de l'association qui réunit ces hommes et ces femmes entre eux pour pratiquer le culte. Et c'est évidemment aussi un lieu de bienfaisance, un lieu de réunion, un lieu où les pauvres pourront venir. Alors, ces oratoires sont qualifiés par le consistoire d'orthodoxes, évidemment, parce qu'on y pratique le culte selon la tradition. Mais de temps en temps, des bourgeois, des Alsaciens, par exemple, vont aussi vouloir revenir à l'orthodoxie. Ils vont même créer une communauté israélite de la stricte observance en 1893, et ils ouvrent une synagogue rue Cadet. Mais je vous montre ici la porte. Mais la synagogue, elle est dans la cour. Elle est totalement invisible. Vous voyez que de nouveau, on retourne vers l'anonymat, la discrétion, la disparition de la synagogue dans l'espace public, au nom de l'orthodoxie et du fait que, à quoi bon dépenser pour faire une magnifique et grande façade alors qu'on s'en fiche totalement. Mais on ne s'en fiche pas toujours tant que ça, vous allez le voir même dans les milieux orthodoxes. L'autre synagogue très intéressante sur laquelle j'insiste un instant, c'est la synagogue de la rue Copernic, très célèbre évidemment depuis l'attentat, mais à laquelle je voudrais vous sensibiliser. Voyez, là encore, la synagogue Copernic en 1907, vous avez compris 1907 pourquoi, Nous sommes après la séparation de l'Église et de l'État. La mainmise du consistoire qui détient son pouvoir du ministère des cultes, c'est fini. Donc enfin, je le dis sur un mode peut-être un peu trop excessif, mais les Juifs peuvent ouvrir, faire les associations qu'ils veulent, parce qu'auparavant, le consistoire les en empêchait, ou leur mettait les bâtons dans les roues. Pas trop les orthodoxes, mais alors les libéraux, ça c'est l'horreur absolue pour les gens du consistoire. Donc, ils installent dans le 16e, ça c'est très intéressant, la rue Copernic, je vous rappelle, est dans le 16e, un oratoire libéral, selon des principes très réformés, rue Copernic, ils y sont toujours. En 1923, ils construisent une très belle synagogue à l'intérieur, mais vous ne voyez rien de l'extérieur, vous ne voyez rien, qui est art déco, et aléa du XXe siècle et maintenant du XXIe siècle, un président de communauté qui estime que cette synagogue est un peu trop de briques et de broc, malgré son bel espace art déco, a décidé de la raser pour en construire une neuve. Et là, ça sera un des thèmes de ma conclusion, c'est la folie constructive qui est en train de frapper un certain nombre de communautés. Il y a un problème. Alors que la situation est tellement difficile, la situation financière ne me semble quand même pas si florissante que cela, il y a une espèce d'engouement pour des constructions que j'ai du mal à comprendre, et surtout un non-respect de lieux de mémoire. Inutile de vous dire combien la synagogue Copernic est devenue un lieu de mémoire, mais aussi des lieux de qualité. C'est la seule synagogue qui ait ces marques art déco, et pourtant, je vous dis bien, c'est le président de la communauté, donc il va peut-être y arriver, envisage de la démolir. Une synagogue que vous attendez, bien sûr, parce qu'elle est une des plus connues dans le monde, quand les Américains débarquent, ils essayent de la visiter. C'est la synagogue de la rue Pavée, car elle se trouve être l'œuvre d'un architecte tellement célèbre, qui est Hector Guimard. Alors, je n'ai plus le temps du tout de rentrer dans le détail de la construction de cette synagogue. En 1914, j'insiste, c'est quand même déjà un art nouveau un peu tardif, mais Guimard fait une synagogue absolument passionnante sur un terrain impossible, en plein cœur du Marais. Et si on fait appel à Guimard, c'est parce qu'il construit vite et pas cher.
Hein, c'est pas parce que c'est un grand architecte art nouveau. Hein, c'est un groupe de juifs donc russes, polonais, qui s'est réuni. Ils ont réuni plusieurs associations qui avaient des petits oratoires. Et les archives sont passionnantes sur cette question. Pourquoi? Parce que ces hommes, qui sont des immigrés, se sont installés. Ils sont maintenant, certains sont florissants. Il y a des diamantaires de la rue Lafayette, par exemple. Et ils s'inquiètent pour l'avenir. Ils disent, nous, on prie dans des oratoires comme ça. Voyez? Est-ce que nos enfants voudront aller prier là? Est-ce qu'on ne doit pas faire tout de même un effort pour avoir une grande synagogue? Ils essayent de négocier avec le consistoire pour avoir la synagogue des Tournelles. Inutile de vous dire que le consistoire les renvoie dans leur but. Alors ils disent, on va construire une synagogue. Et dans notre quartier, puisqu'ils sont à 2 pas de la rue des Rosiers, et ainsi de suite. Et ils font appel à Guimard. Alors, on raconte toujours aussi que la femme de Guimard est juive et tout. Oui, mais enfin, c'est une juive américaine totalement émancipée, peintre, qu'il y ait une connexion avec les diamantaires, oui, peut-être. Hein, certains ont financé aussi sa société. Mais ensuite, c'est parce qu'il construit vite et pas cher, avec du béton-pierre et avec des éléments standardisés. Car tout le monde s'extasie, avec raison, sur la synagogue. Mais certains des motifs que vous avez là, ou les balustrades, vous les trouvez dans les catalogues de Guimard. Ça peut servir pour un théâtre, ça peut servir pour une bordure de tombe au cimetière. C'est une architecture quand même composée d'éléments produits en série, de fonte ou de ciment-pierre. Mais vous avez là une synagogue vraiment, je dirais, assez traditionnelle, et qui présente la particularité d'avoir la petite estrade près de l'Arche Sainte, mais aussi la théba au centre. Vous voyez, ils ont gardé les... Alors, une petite photo sur le côté pour vous montrer que la synagogue de Guimard n'avait pas la... Aujourd'hui, il y a un énorme Magen David sur la façade, au-dessus de la porte centrale, ici. Ici, il y a un énorme Magen David, un énorme étoile de David. Voici comment Guimard l'avait dessiné. 3 petits triangles au-dessus de chaque portail, enfin, un triangle au-dessus de chaque portail. Valeur de cela, j'irai plutôt voir du côté de la maçonnerie que du côté, évidemment, juif. Ce qui est symbolique, c'est que lorsqu'il y a eu un attentat, l'attentat avait pourtant eu lieu derrière, mais il y a eu des travaux. Il y a eu des attentats dans les synagogues parisiennes en 1942. Lorsqu'il y a eu des attentats et après-guerre, on a reconstruit. Les juifs de cette communauté, qui est strictement orthodoxe, c'est parmi les plus orthodoxes qu'on puisse trouver en France ou enfin à Paris, ont mis ici à la place, ils ont transformé les 3 portails, et pourtant monument historique. Mais là, je me suis toujours tu, j'ai jamais fait jouer le carte monument historique, ainsi de suite. Parce que quand des juifs qui sont rescapés de la Shoah mettent un énorme Magen David au-dessus de la porte, je crois qu'il est assez délicat de venir leur dire « Oui, vous savez, Guimard avait dessiné 3 triangles, ça serait mieux de rester dans l'authenticité de la façade. » Je ne l'ai jamais fait. Mais ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que tous les discours antisémites sur ces juifs-là, vous savez, les juifs qui viennent de Lituanie, de Pologne, de Russie, ainsi de suite, avec la houppelande, les tzitzit, les voilà, les voilà. Vous voyez comment ils sont habillés? Ce sont des petits bourgeois, ou même certains des grands bourgeois, mais ils sont totalement intégrés. Et c'est pour ça qu'ils construisent une synagogue et qu'ils la demandent à Guimard, dans le processus d'intégration, parce qu'ils pensent qu'une synagogue comme celle-ci attirera leurs enfants et qu'ils resteront fidèles, justement, à cette association Agudat HaKeilos, plutôt que d'aller au consistoire ou d'aller peut-être même se convertir, peut-être, dans le... J'allais dire se convertir au judaïsme traditionnel du consistoire. Quand même pas se convertir. Alors, le XXe siècle est surtout marqué, c'est ma dernière partie, surtout marqué par la mise en place du centre communautaire. Et le premier exemple que je trouve, qui est quelque chose aussi de magnifique pour lequel je vais plaider encore au passage, vu l'état pitoyable dans lequel se trouve cette synagogue, là je vous montre le dessin de Germain Debray, et Lucien Hess au départ, mais Lucien Hess est mort entre-temps, et la magnifique salle de culte à l'intérieur donc de cette synagogue, intitulé, regardez, Temple israélite. Nous sommes à Belleville. Et c'est l'emplacement de Belleville qui explique que les fondateurs, grâce, c'est du financement Edmond Rothschild, les fondateurs qui ont tous des noms, vous voyez, d'Europe de l'Est, parce que nous sommes à Belleville, et à cette époque, les Juifs d'Europe de l'Est s'installent à Belleville, sont à Belleville. Et le consistoire estime que s'il ne veut pas les perdre, s'il ne veut pas qu'il y ait que des oratoires et qu'en quelque sorte ils ne participent pas du judaïsme français, il faut leur construire une synagogue. Et là, il a la chance
d'avoir un architecte assez génial qui est Germain Debray. Là aussi, on a les archives aux archives d'architecture du XXe siècle. Bon, je n'y suis pas pour rien, évidemment, puisque à l'époque, je trouvais des fonds d'archives. C'était la grande époque de récolte de fonds d'archives. Donc, Bechmann, Debray, tout cela sont représentés de ce fait dans ce lieu. Et donc, il construit une synagogue qui est le triomphe, à mes yeux, de la prise en considération du fait qu'une synagogue, c'est d'abord un lieu fonctionnel, un lieu polyvalent, un lieu de vie, et non pas un lieu de culte et de représentation. Pourquoi ? Parce que là, vous avez une salle de cinéma. On ne peut pas dire autrement. Vous avez la salle de cinéma qui est parfaitement adaptée à la salle de culte, mais vous allez voir qu'il va beaucoup plus loin. Je vous montre les plans sans trop les détailler. C'est que vous avez ici des parois amovibles qui font que quand les Juifs de Kippour débarquent, on peut ouvrir les parois et il y a une grande synagogue. Mais le reste du temps, on en fait des salles de cours, on en fait des oratoires, on en fait des lieux où on peut faire d'autres activités, des activités sociales. Là, on est au rez-de-chaussée. Au premier étage, on trouve de nouveau des salles de cours, des salles de réunion. Et là, je dirais tout à fait génial, puisque vous avez compris que Debray est quand même un architecte moderniste, qui utilise donc le béton, qui utilise les formes. On le traitait de cubiste, même à l'époque, comme tous les autres. Eh bien, a cette idée géniale, puisque nous sommes dans un lieu de concentration. Vous savez, c'est dense, Belleville. Les enfants viennent à l'école juive dans le centre, le temple israélite, j'aime beaucoup parce que ça s'appelle quand même temple israélite, mais il y a des salles de classe et ils ont la récréation sur les terrasses. Quand vous regardez ici, terrasse, c'est pas sur ce plan, mais il y a d'autres plans où c'est inscrit entre parenthèses cours de récréation. Et je trouve absolument génial, si vous voulez, qu'il ait saisi qu'on était à un moment de mutation sous la pression des Juifs d'Europe de l'Est qui ont d'autres pratiques, mais qui sont surtout aussi de classes populaires, des classes populaires qui ne vont pas devenir du jour au lendemain des bourgeois qui peuvent aller à la synagogue de la rue de la Victoire. Alors, ça peut être aussi une vision un peu discriminante, mais on leur construit finalement, sans le dire, un centre communautaire dans lequel il y a des services sociaux, l'école et l'architecture moderne, cette fois, est parfaitement adaptée. Quand vous voyez l'extérieur de cette synagogue, la voilà. Ici, dans son état actuel, là je vous montre les photos actuelles exprès pour vous faire un peu vous attrister par rapport évidemment à ce que c'était là. Ça n'a pas un air de synagogue, il n'y a pas une façade qui signifie qu'on a affaire à une synagogue. Il y a quand même des tables de la loi, ici on ne les voit pas, mais là, actuellement, c'est carrément... Alors, vous allez me dire, oui, mais la sécurité s'impose, mais c'est quand même un rideau de magasin qu'on ferme le soir, comme ça, devant la synagogue. Et l'intérieur a été investi, alors j'ai la plus grande sympathie pour eux, donc, et je l'ai dit tout à l'heure, par les Juifs tunisiens, qui ont transformé cette synagogue donc, en synagogue de Rabbi Tayeb, c'est-à-dire des pratiques totalement différentes, mais qui ont, je dirais, totalement investi l'espace de manière différente, au mépris total de la qualité architecturale du projet de Germain Debray. Alors, j'ai plaidé la cause plusieurs fois au consistoire, mais un peu en vain. Alors, dans ces années, quand les Juifs d'Afrique du Nord, justement, arrivent, là, on vient de parler des Juifs, l'arrivée des Juifs, j'ai pris cet exemple, si vous voulez, du temple de Belleville, comme un moment marquant qui est l'arrivée des Juifs d'Europe de l'Est, qui, je vous le rappelle, eux, ne veulent pas être appelés israélites, mais se revendiquent juifs, comme le feront tous les Juifs après la Shoah, évidemment, qui commenceront à récuser ce terme israélite. Mais la deuxième arrivée d'émigrés fondamentales, profondes, importantes en France au cours du XXe siècle, c'est bien sûr tous les rapatriés d'Algérie et tous les réfugiés d'Égypte, du Moyen-Orient, du Maroc, de la Tunisie. Enfin, donc, il y a un afflux indéniable. Alors surtout dans des régions comme Marseille, Toulouse, car toute la France va recevoir. Mais autour de Paris, il va y avoir aussi, dans la banlieue de Paris, tout un ensemble de communautés nouvelles dont le symbole la plus connue est évidemment Sarcelles. Et le consistoire, pour une fois, je veux dire quand même, a réagi
s'est dit on doit faire quelque chose, parce que très franchement, mis à part le projet avec Edmond Rothschild à Belleville, ils n'ont pas fait grand-chose pour les Juifs immigrés. Hein. Mais là, ils se sont dit on ne peut pas laisser dans les villes de banlieue tous ces Juifs un peu comme ça, dans des garages, puisqu'ils ont exactement le même parcours que les autres. L'oratoire installé dans un garage, l'appartement dans un HLM, et ainsi de suite. Hein. Ce sont des gens qui débarquent sans rien pour beaucoup, et donc ils se débrouillent, mais ils ont quelque chose que n'avaient pas justement les Juifs ashkénazes qui venaient d'Europe de l'Est. Pour la plupart, ils étaient déjà parfois communistes, ils étaient déjà très, je dirais, détachés parfois du culte. Les Juifs d'Afrique du Nord arrivent avec des pratiques cultuelles très fortes. Il y restait 3 ou 4 boucheries cachères avant qu'ils n'arrivent. Maintenant, il y en a des dizaines et des dizaines. Vous voyez ? Parce qu'ils pratiquent dans tous ces aspects le culte. Et entre autres, la question de la nourriture cachère qui est aussi importante que d'avoir une synagogue. Comme le mikvé, le bain rituel, est plus important que la synagogue. Donc, le consistoire décide, et vous voyez d'où vient le modèle, évidemment, de créer les chantiers du consistoire. Alors, pourquoi en 58 ? Parce que l'arrivée des Égyptiens, c'est en 58. Hein, bien évidemment, c'est à l'imitation du cardinal que l'on fait ces chantiers, et on essaye de réunir de l'argent, de solliciter aussi un peu l'aide des instances régionales, nationales, et ainsi de suite, mais problème, vous le savez bien, séparation de l'Église et de l'État. On ne peut pas construire des synagogues avec les deniers de l'État. Donc, la transformation en centre communautaire est aussi un des modes par lesquels, et ça on va le rencontrer ailleurs, hein, il n'y a pas que les Juifs qui ont fait cela, on va avoir justement aussi une mutation de la fonction de la synagogue et sa réintégration dans l'ensemble communautaire qui est en parfaite adéquation avec la tradition juive. C'est pas une distorsion, mais qui se trouve être aussi, en même temps, un des moyens de dire, mais attention, dans ces lieux-là, on fait aussi du culturel et du social. Et auquel cas, on peut peut-être bénéficier d'aides, de subventions, pour construire des centres communautaires. Et vous avez vu dans la carte, il y a synagogue, centre communautaire, centre pour étudiants, foyer pour personnes âgées. Inutile de vous dire qu'il y a aussi une petite synagogue dans le foyer pour personnes âgées. Mais la fonction première, c'est d'abord toutes ces fonctions, donc, je dirais, sociales et culturelles, qui vont être promues par le consistoire, car là, sur ce plan, le président de l'époque était Alain de Rothschild, et il a vraiment bien saisi le phénomène qui se produisait, et que la synagogue, si vous voulez, du 19e, pompeuse, le temple israélite, c'était fini. Et qu'il fallait désormais multiplier les synagogues, au contraire, vu le grand nombre de fidèles qui débarquent. Alors, évidemment, je n'oserais pas vous faire des commentaires architecturaux sur certaines de ces synagogues. Vous avez celle de Sarcelles sous les yeux. L'intérieur, complètement standardisé. On construit avec les mêmes matériaux le centre commercial à côté. On fait si ce n'est pas précaire, on fait des choses très, très simples. Surtout dans les années 60, 70. Après, il y aura un souci, on va retrouver un certain souci de qualité architecturale. Mais de temps en temps, à Massy, avec un emplacement très symbolique dans le centre de Massy, et vous avez une synagogue de Sonrel et du Tilleul, qui est intéressante, mais absolument symptomatique de la reprise de ces grands plans basilicaux, parce qu'ils n'ont pas réfléchi du tout à ce que c'était qu'une synagogue, avec la petite arche sainte, hein, qu'on marque toujours à l'extérieur, ça c'est une tradition, et des édifices qui évidemment pourraient servir à autre chose. Mais dans le cadre du judaïsme, c'est absolument pas contradictoire. Il y a quelques projets plus ambitieux. Une des plus belles synagogues construites à cette époque, c'est pas n'importe qui non plus, Alexandre Persiste et Georges Éaume, c'est la synagogue de la rue de la Roquette. Alors je vous la montre, elle porte aussi en façade, je dirais, ce qui est devenu le symbole même du judaïsme, c'est-à-dire l'étoile de David. Hein. Là, il y a toujours les tables de la loi, bien sûr, hein, ici. On les a encore, mais c'est la multiplication, cette résille d'étoiles de David est très significative de l'affirmation d'identité juive et non plus israélite. Vous voyez, les tables, c'est un peu israélite, l'étoile, c'est plutôt juif. Et même une architecture qui reprend des éléments, je n'ai pas le temps de les détailler trop maintenant, mais qui reprend des éléments de la tente d'assignation, de la tente du désert. Alors, à mes yeux, 2 significations à cette référence. La première, ce sont des architectes cultivés qui connaissent les textes, qui ont des modèles, qui ont regardé des livres d'histoire de l'art et ainsi de suite, et qui donc ont envie d'inscrire leur synagogue dans une dimension symbolique, même sur le plan architectural, d'utiliser des références. Mais le deuxième, parce qu'on le trouve trop fréquemment, c'est évidemment, on est après la Shoah. Et donc,
ici, il s'agit de juifs originaires essentiellement du Moyen-Orient. Le terrain, enfin, il y a une longue histoire, le terrain existait déjà et on devait y faire un monument aux morts des juifs orientaux israélites morts pour la France, sur ce terrain. Ça n'a pas été réalisé véritablement et ainsi de suite. Et justement, dans les années 50, on décide, puisque le 11e est devenu aussi un arrondissement plein de juifs immigrés, de faire une synagogue centre communautaire. Car vous voyez bien, évidemment, ici, je vous ai mis la petite coupe, ici, vous avez la synagogue, mais vous avez aussi plein de bâtiments, des salles de classe, des salles de réunion. Enfin, jamais une synagogue n'est plus seulement un lieu de culte, un espace de culte. Et donc, je disais, ces références à l'attente, ces références aux éléments de la précarité, je dirais, de l'histoire juive ou de la vie juive, me semblent très présentes dans la réflexion que les Juifs ont à ce moment-là. D'une certaine manière, ils prennent conscience de la précarité de leur situation après la Shoah et le transcrivent, paradoxalement peut-être, dans la pierre. C'est-à-dire le fait que que le destin peut-être des Juifs, c'est peut-être encore de repartir un jour. Alors, on construit, certes, mais avec des éléments qui se réfèrent à l'attente du désert, bien sûr, mais aussi peut-être à la précarité de la condition juive après la Shoah. Alors, cette monumentalité, parce qu'il y a quand même encore monumentalité, elle éclate véritablement dans une synagogue disproportionnée et dont tous les responsables communautaires, dès l'époque, disaient « c'est une erreur ». Quelle était l'erreur ? À Strasbourg, je vous avais présenté la très belle synagogue néo-romane de Strasbourg, de Ludwig Lévy. Ah oui, en Alsace-Lorraine, les nazis ont détruit beaucoup de synagogues, dont, très symboliquement, celle de Strasbourg. Alors, on décide de reconstruire, non pas au même emplacement, mais de reconstruire Avenue de la Paix. Quelle opportunité ! Car du coup, la synagogue s'appelle Synagogue de la Paix, et nous sommes quand même après-guerre, un moment où Strasbourg doit jouer un rôle fondamental dans la construction de l'Europe. C'est le symbole même de l'expression que les Juifs sont toujours là, que le judaïsme n'a pas disparu, et qu'il est encore présent de manière très forte, symbolique, parce que ce bâtiment est énorme, à Strasbourg, avec un édifice, vous voyez, le réseau de nouveau d'étoiles jaunes cette fois, sur la façade, en métal, les 2 colonnes qui renvoient à 12 colonnes à l'intérieur, et qui sont donc à la fois Yachin et Boaz, mais aussi les 12 colonnes qui représentent les 12 tribus, enfin, un fort symbolisme dans cette architecture, certes de béton, une arche sainte qui prend la forme d'une tente. Elle est métallique, mais elle a la forme d'une tente, Et donc, vous voyez, tous ces éléments qui s'entremêlent, mais ce que disaient les responsables dès l'époque, parce que le judaïsme alsacien a été aussi très malmené, nous n'avons plus assez de fidèles. Et surtout, les fidèles ne veulent plus aller dans des grandes synagogues monumentales, ils veulent plutôt aller dans des petits oratoires. Et on a vu, dès les années 60, se multiplier les oratoires en banlieue de Strasbourg, car ça reste une importante communauté, Strasbourg. On a vu la multiplication des oratoires, de petites constructions de synagogues dans les banlieues, et la grande synagogue est presque tout le temps vide, sauf à Kippour. D'ailleurs, dans le bâtiment annexe, qui est un centre communautaire, il y a plusieurs synagogues. Pour une autre raison encore que je n'ai pas évoquée, mais parce que tout ça est tellement complexe, c'est qu'il y a des Juifs d'Algérie, des Juifs, et même en Algérie, il y a les Oranais, il y a les Algériens, les Constantinois, il y a les Tunisiens, il y a les Djerbiens, Et ces gens-là ne veulent pas toujours prier ensemble, parce qu'ils ont leur rite, parce qu'ils ont leur manière de prononcer l'hébreu. Déjà, un Polonais avec un Tunisien, vous imaginez, mais même un Constantinois avec un Oranais estime qu'il a une identité qu'il doit préserver, et c'est l'oratoire qui est le lieu de préservation de cette identité et de la transmission à la fois de la manière de chanter, de la manière de dire le texte et de pratiquer. Sur le fond, tous identiques, car il n'y a pas de véritable variation sur le fond du culte. Mais la prononciation, les airs, tout un ensemble d'éléments font que les gens sont bourrés dans des oratoires algériens ou tunisiens dans le centre communautaire, mais la grande synagogue est vide. Alors, c'est un peu désolant, mais c'est très symptomatique, si vous voulez, de cette volonté symbolique de montrer que le judaïsme renaît. Alors, on a fait ça aussi pour plusieurs autres synagogues détruites par les nazis, à Sarreguemines, par exemple, où vous avez donc une très belle et grande synagogue construite par Robert Meyer en 1959.
À Thionville, également, la synagogue a été rasée par les nazis, et puis les nazis du coin, hein, j'entre pas dans les détails, ils n'étaient pas tous des nazis qui arrivaient de Berlin. Hein. Donc, on a reconstruit aussi la synagogue. Souvent, ces synagogues sont aujourd'hui un peu en difficulté, car les communautés rurales ont totalement disparu, en Alsace et en Moselle. Les communautés des petites villes, Sarreguemines et Thionville ne sont quand même pas des toutes petites villes, mais ont des difficultés. Et donc, il y a de très nombreuses synagogues en déshérence, d'où l'urgence patrimoniale de travailler sur l'Alsace et la Lorraine dans les années 80-90, car les synagogues fermées, étaient vendues, détruites. Or, il fallait bien, je crois, en sauver quelques-unes. Alors, un projet, je ne vous ai pas montré beaucoup de projets architecturaux un peu fous, affriolants et ainsi de suite, car il n'y en a pas. L'architecture des synagogues est quand même globalement assez banale. Excusez-moi si jamais il y a un architecte de synagogue récente dans la salle, il va s'insurger, mais globalement quand même il y a une forme de banalité. J'ai trouvé qu'un projet assez fou, c'est un architecte qui est à Sarcelles, concours pour une maison communautaire, vous voyez encore, maison communautaire, hein, et qui s'inspire d'un projet de Louis Kahn absolument extraordinaire, que Louis Kahn avait pensé, conçu, apporté pendant des années pour Jérusalem, à la place de l'ancienne synagogue Urva, mais qu'il n'a pas réalisé. Et cet architecte, donc Jean-Marc Weil, s'était inspiré du projet de Louis Kahn, assez extraordinaire comme projet, mais je n'ai plus du tout le temps de le commenter, par sa place aussi dans Jérusalem. On ne l'a pas reconstruit, mais très symbolique de l'État d'Israël aujourd'hui. On a reconstruit l'ancienne synagogue Urva à l'identique, c'est-à-dire la synagogue du temps des Ottomans, à l'identique. Vous voyez, entre un projet de Louis Kahn complètement extraordinaire, ouvert à la modernité, à des formes totalement neuves de l'architecture, de la relation des fidèles au culte, et ainsi de suite. Eh bien, ce projet, le maire, il y avait un maire qui le portait, puis ensuite ce maire a disparu. Eh bien, avec le temps, il a été abandonné, et on a reconstruit la synagogue Urva telle qu'elle était avant l'annexion par les Jordaniens en 46, et vous savez en 48, quand les Jordaniens ont annexé Jérusalem, ils ont rasé toutes les synagogues. Donc, très très symbolique pour moi, si vous voulez, la difficulté qu'il y a à introduire un projet novateur, extraordinaire, d'un architecte du rang de Louis Kahn, vous imaginez, et on préfère une reconstitution. Ça ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité, mais c'est une reconstitution. Et donc, on a failli. Parce que là, je vais vous montrer des projets, et des choses en cours, et pour conclure, des choses en cours ou des choses qu'on n'a pas eues. Hein, mais on a failli avoir une synagogue un peu inspirée de Louis Kahn à Sarcelles. Ça aurait été quand même tout à fait intéressant. Alors, la variété des synagogues aujourd'hui, je tiens à vous la montrer, c'est-à-dire qu'on fait des synagogues partout, n'importe comment. On achète des immeubles, vous voyez, là on est à Belleville, et on les bâtit synagogues, on construit à l'intérieur 2-3 espaces pour s'organiser. Hein. C'est vraiment très très précaire, et c'est des choses qui ne dureront sans doute pas. En revanche, le mouvement libéral, le MJLF, le mouvement juif libéral de France, s'est construit sur le plateau de Beaugrenelle, une synagogue très très intéressante. Je n'ai pas le temps de la détailler, mais vous verrez qu'elle est tout de même très intégrée, et qu'il n'y a pas, en dehors de des connaisseurs, si vous voulez, qui trouvent le symbole qui est sur le côté, de marques très, très apparentes du fait que c'est une synagogue, ni dans la forme générale, car désormais, bien évidemment, il n'y a plus de repères comme on avait des tours, on avait des façades, non. Et c'est en fait une synagogue qui est en partie enterré, en quelque sorte, dans le plateau de Beaugrenelle. Là, c'est une architecture qui s'inspire donc de l'architecture industrielle, dans laquelle on a installé la synagogue Mishkenot Israël. Ici, c'est la synagogue des Djerbiens, qui occupe une parcelle à l'intérieur d'un immeuble, donc qui n'a pas de façade, qui n'a pas presque de mur extérieur. C'est juste un espace intérieur qui est complètement intégré, c'est rue Riquet là, dans le 19e, complètement intégré avec les immeubles autour. Vous voyez, ce genre de configurations sont typiques de ce qui se produit en ce moment dans la construction des synagogues. Là, je voudrais vous montrer un des deux derniers exemples. À Bethel, rue Saunier,
Alors Bethel, c'est en fait une sorte d'agglomérat de tout un tas d'institutions, puisqu'à l'intérieur, il y a un kollel. Un kollel, c'est un lieu où l'on prie 24 heures sur 24, 360 jours sur 365, puisque la Torah ne doit jamais s'arrêter. Une yeshiva, c'est-à-dire un lieu d'enseignement de la Torah. Un Beth Midrash, c'est-à-dire un lieu où on commente la Torah. Un Talmud Torah, c'est le catéchisme des enfants, le Talmud Torah, et ainsi de suite. Tout ça dans un immeuble qui n'était pas fait pour ça. Et je trouve absolument savoureux, j'ai assisté à une bar mitzvah, vous avez vu, on est à l'intérieur de la synagogue. Ces éléments-là sont désormais à l'intérieur de la synagogue, alors que c'était des petits balcons, j'imagine, d'appartements qui avaient été faits dans cet immeuble à l'intérieur, qui n'a aucun rapport avec l'immeuble extérieur. Enfin, des trucs de briques et de broc absolument incroyables. Mais je ne suis pas là pour dire horreur absolue, absence d'architecte, absence d'architecture ou quoi que ce soit. Non, mais pour vous montrer l'adaptabilité, la manière dont, d'une certaine manière, se vit le judaïsme aujourd'hui, alors en l'occurrence à Paris ou ailleurs. D'autres fois, on a des projets plus ambitieux, à Marseille, à Toulouse. Voici 2 synagogues vraiment imposantes, fermées, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça manque de fenêtres, hein, c'est tout ce que je veux dire. Mais on comprend aussi pourquoi. Une synagogue vraiment très, très, très belle avec cette arche sainte dans l'angle à Tiferet Israël, donc à Marseille. Marseille est un lieu où on a construit une trentaine de synagogues. Autour de Lyon, il y en a aussi une vingtaine. À Toulouse, il y en a 7 ou 8. De nombreuses villes de province ont reçu aussi des communautés importantes et on a construit. Vous parliez d'une centaine de constructions au XXe siècle, ça dépend ce qu'on appelle synagogue, ça dépend évidemment aussi de quel XXe siècle on parle. Si on parle que de la deuxième moitié, moi je dirais que c'est plutôt 250. Hein. Mais je prends en compte des synagogues comme ça, vous voyez, du genre Mishkenot Yaakov, c'est une synagogue. Mais simplement, il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de projet architectural. Donc c'est très difficile de compter les synagogues, parce qu'on ne sait pas ce que c'est effectivement une synagogue. Alors, à Toulouse, très intéressant, parce que c'est symptomatique de la tendance actuelle. On construit des centres communautaires, mais même le mot centre communautaire est un peu dépassé, semble-t-il. On préfère espace du judaïsme. Vous voyez, c'est quand même autre chose, hein, un espace du judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire espace du judaïsme ? Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez de nouveau une école, des centres sociaux, des lieux culturels, mais aussi, bien sûr, et je vous la montre à côté, une petite synagogue. On a toujours une petite synagogue dans ces centres d'études, dans ces espaces de judaïsme, enfin, quelle que soit la manière dont on les appelle, il y a toujours une synagogue. Je dirais symboliquement. Hein. Le centre culturel de la rue Lafayette a sa propre synagogue. Alors, à la fois parce que c'est utile, mais aussi parce que dissocier totalement la culture juive du culte et de la pratique dans la synagogue semble une rupture trop forte. L'identité juive, et alors excusez-moi s'il y a des juifs laïcs dans la salle, mais l'identité juive est encore pensée très fortement dans cette relation à la religion et au culte. Alors les 2 projets sur lesquels je veux terminer, c'est celui qui va s'ouvrir, dit-on, parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps. J'ai vu au moins 5 ou 6 projets passer, c'est le Centre européen du judaïsme. Vous voyez, là encore, hein, l'ambition peut-être un peu démesurée, surtout vu les temps qui courent, par les temps qui courent. Alors un premier projet tout à fait intéressant, et pas n'importe quel architecte, Alain Sarfati et Nicolas Naoum, donc en 2003, il y a eu une sorte de concours. J'avais entendu parler aussi d'un projet bien avant avec le grand rabbin de France. Enfin, il y a un terrain dans le 17e qui, depuis maintenant bientôt 20 ans, une vingtaine d'années, est l'objet de projets, car il faut une grande synagogue. Et j'insiste là-dessus, c'est l'idée de refaire quand même un bâtiment grand, ample, en hauteur, qui symboliquement marque une fois de plus la présence du judaïsme. Le consistoire est derrière ? Ah, c'est le consistoire qui est derrière. Oui, là c'est le projet du consistoire. Oui, dans l'image, j'ai coupé parce que c'était indiqué faites vos dons et ainsi de suite. Donc je pensais que ce n'était pas le lieu de vous appeler à faire des dons pour construire le Centre européen du judaïsme, mais l'ambition européenne aussi est intéressante. Pourquoi européen ? Parce que la communauté juive de France est la plus grande communauté juive d'Europe. Hein ? Et puis il y a quand même parfois aussi des leaders politiques qui sont sensibles à la fibre européenne. Et donc l'idée de faire un centre européen du judaïsme, bien sûr c'est de la culture, donc on peut bénéficier quand même des subsides de l'État. Mais, comme je le précise, tout de même, dans celle qui est enfin construite, semble-t-il maintenant, et vous avez la maquette ici,
il y a ça, c'est quand même une synagogue. Oui, c'est un centre culturel, mais enfin, la synagogue, elle est quand même en mode place. C'est le consistoire, on ne peut pas attendre autre chose de lui. Et il y a quand même une synagogue de 600 places dans le projet culturel européen, et ainsi de suite. Vous voyez, cette espèce d'ambivalence. Alors, je ne prête pas du tout, si vous voulez, uniquement l'objectif de pouvoir obtenir les subventions, et ainsi de suite. Ce n'est pas la seule motivation, mais c'est l'idée, comme on la trouve aussi dans certains bâtiments ou de synagogues en Israël, qu'il est totalement impossible de dissocier culture et culte. Une des plus belles synagogues sur le campus de Tel Aviv, pas fréquenté du tout, parce qu'en plus, le campus est fermé le samedi. Donc, c'est bête d'avoir une synagogue sur un campus qui est fermé le samedi. Donc, il y a deux tours comme ça, et l'une, c'est le lieu de culte, l'autre, c'est le centre culturel, sur le même plan, vous voyez, espèce de revendication que les deux sont totalement imbriqués et sur le même plan. Alors, de ces projets, il en est né énormément. Ça s'est un peu tassé, mais il y en a plusieurs en cours de réalisation. Donc, celui du 17e, Porte de Courcelles, dont on parle, alors je vous dis, depuis X années, avec de nombreux projets, contre-projets, et ainsi de suite, qui est donc mené par le consistoire, car le consistoire s'appelle toujours le consistoire, même si en 1905, on a eu la séparation de l'Église et de l'État. Mais ils étaient tellement contents de s'appeler consistoire, ils aiment tellement Napoléon, qu'ils ont d'eux-mêmes reconstitué le consistoire. Parce que, excusez-moi, le consistoire, ça a disparu en 1905, puisqu'on a des associations cultuelles. On a justement supprimé le consistoire parce que c'était des institutions qui émanaient du ministère des cultes. Eh bien, comme ça, association cultuelle israélite. Eh bien, on a fait association consistoriale israélite. Vous voyez, pour gagner toujours le consistoire. Ils ont fêté les 200 ans du consistoire avec Napoléon il n'y a pas longtemps à la synagogue de la Victoire. Je trouve ça absolument savoureux. C'est sympathique et je comprends pourquoi. Mais c'est un peu faux. Il n'y a plus de consistoire au sens des consistoires avec les grands rabbins d'autrefois. Ce sont des associations. Et les associations, ça ne se traite pas comme un consistoire. Bon, enfin. Un projet en cours de construction également, à Boulogne-Billancourt, parce que le 17e, vous voyez, il y a aussi toujours des mutations dans la population, des mouvements. J'aurais pu vous montrer comment, à travers la France et comment, à travers Paris, les Juifs se déplacent des quartiers Marais, 11e, et ainsi de suite, vers le 16e. Parce qu'il y a effectivement un embourgeoisement, un enrichissement, une réussite sociale chez un certain nombre de familles, et ça se traduit par des implantations. Or, aujourd'hui, quel est l'arrondissement le plus dynamique, où on construit le plus d'oratoires, quelques synagogues, mais surtout des oratoires, des restaurants cachers, des boucheries cachères, c'est le 17e. Et ça se répand également sur Neuilly et Boulogne. Donc, à Boulogne, il y a cette magnifique synagogue de Pont-Trémolly que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, on est en train de construire un centre culturel juif. Alors, on se dit, ils ont déjà une synagogue. Oui, mais il y a quand même une petite synagogue de 300 places dedans. Vous voyez ? Parce qu'il faut toujours avoir une synagogue. Et je vous montre donc les dessins de l'architecte Pascal Hofstein, qui est en train de réaliser cet édifice. Je vous remercie.